t'as beau avoir des belles valeurs, ben, après 2 heures de course, c'est quoi ta VMA, puis c'est quoi ton seuil, puis c'est quoi ton économie. Puis je pense que justement, c'est là que quelque chose comme la force musculaire fait une différence entre elles, là, parce que c'est bien beau d'être efficace dans la première montée, mais qu'est-ce qui fait qu'après 1000 mètres de D-, tu es encore capable de monter aussi vite qu'au début, là? Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut David, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça viendra. Ça va très très bien, un plaisir de commencer l'année avec mon premier enregistrement 2024 avec toi. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, David, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Donc, moi, je suis entraîneur depuis quand même plusieurs années, mais je travaille aussi en ce moment pour l'Institut national du sport à Montréal. J'ai une maîtrise en sciences du mouvement et du sport de l'Université de Lausanne. Donc, je suis suisse et canadien, donc c'est pour ça que je fais un peu les allers-retours entre la Suisse et le Canada ces dernières années. Puis j'avais en fait commencé un doctorat aussi en sciences de l'activité physique que je ne compléterai jamais, probablement. Mais là, je m'intéressais surtout à l'hydratation. Puis ma maîtrise, on était plus sur l'altitude, puis la fatigue, là, puis la performance. Ok, super intéressant. Plein de sujets dans lesquels on va pouvoir se plonger aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à être de manière un petit peu plus permanente au Canada qu'en Suisse? Comme pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne le savent pas, je suis suisse, j'habite en Suisse, pas loin de Lausanne d'ailleurs. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi tu t'es établi au Canada, au Québec, plutôt qu'en Suisse. Ouais, ben en fait, c'est mes parents, tu sais, quand j'avais 3 ans, on a déménagé au Canada. Donc, j'ai vraiment passé la majorité partie de ma vie au Canada, mais c'est vraiment pour la maîtrise. Je suis retourné en Suisse un peu pour voir c'était comment là-bas. Puis c'est sûr que, tu sais, je fais aussi du trail running quand même à un bon niveau. Donc, c'est sûr que la Suisse, pour moi, c'est toujours un terrain de jeu intéressant. Puis c'est pas exclu non plus que j'y retourne éventuellement m'installer là-bas, là, mais c'est sûr que c'est pas évident, surtout là, avec le coaching, quand tu développes une clientèle, disons, même pour les tests à Montréal, là, fait que ça devient compliqué un peu de rechanger de pays, mais c'est sûr que c'est pas exclu là, qu'un jour je retourne en Europe. Parle-nous un petit peu à l'heure actuelle de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais sur une semaine type en termes d'occupation? Tu m'as dit juste avant que les choses vont pas mal changer dans les 2 mois qui viennent. Donc, parle-nous de ce que tu fais maintenant ou de ce que tu as fait jusqu'à maintenant et de la transition qui t'attend. Ouais, ben ça, maintenant, je suis encore à temps plein, dans le fond, à l'Institut national du sport, donc tu es temps plein 35 heures semaine environ. Puis les week-ends, ben, je fais quand même des tests lactate, tests VO2 max aussi maintenant que VO2 master. Euh, Puis en fait, le coaching aussi que je fais depuis la maîtrise, en fait, depuis 2016, que j'ai des athlètes un peu à distance surtout. Puis ça, ben, finalement, une fin de semaine, c'est souvent occupé à faire des plans d'entraînement. Puis là, l'idée, c'est un peu de délaisser le travail plus classique pour faire plus de coaching, plus de testing, puis aussi me permettre à moi d'avoir plus de liberté en termes d'entraînement pour moi aussi, là, parce que là, je ne rajeunis pas, puis je me dis que si je veux essayer de m'entraîner sérieusement, puis voir c'est quoi mon plein potentiel, ben, c'est maintenant ou jamais, si on veut. Parlons un petit peu de ça. Tu as une belle carrière déjà jusqu'ici en trail running, hein, en trail. Donc, parle-nous de qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline et quels sont tes projets ou tes objectifs à venir. Ouais, ben en fait, c'est ça, j'avais fait un peu de triathlon. Dans le fond, moi, mon passé sportif, c'était plus en fait du football américain quand j'étais plus jeune. Puis après, j'ai fait plutôt du vélo, triathlon. Puis tu sais, je pense que les longues durées d'effort m'intéressaient beaucoup. Un peu moins l'aspect, disons, technique, mécanique du vélo. Ça te prend, tu peux acheter finalement du temps là, si tu achètes des roues plus rapides puis tout ça. Puis en même temps, je suis très mauvais dans l'eau. Donc finalement, c'était pas une très bonne option pour moi. Donc assez vite, la simplicité du sport m'a attiré beaucoup, je pense. Puis après, ben, je me suis rendu compte dans le triathlon déjà que j'étais beaucoup plus performant à la course à pied qu'en vélo qu'en natation. Donc, j'ai quand même des bonnes capacités. Puis je pense que sur les très longues distances, c'est là aussi que tous les petits détails là, de nutrition, de préparation font vraiment ont un plus gros impact sur la performance. Ça devient être un peu moins, on va dire, génétique puis prédéterminé. Donc, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de discipline-là. Puis là, cette année, je vais essayer de faire la série, le Skyrunner World Series. Donc, essayer de faire 4 courses plus la finale pour avoir le plus de points possible. Je pense pas que ce soit. On s'entend que je suis pas élite niveau international. Là. Je ne veux pas être dans le top 5, top 10, là, mais essayer de faire les meilleures perfs possibles. Puis en parallèle à ça, essayer de me qualifier sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde de l'année prochaine. Là.
j'avais fait quatre sélections sur l'équipe nationale canadienne. Puis là, ce serait descendu d'en chercher une cinquième. Là, mais le niveau augmente quand même au Canada aussi. Là. Je pense qu'en Europe, le niveau est déjà peut-être plus élevé, mais maintenant, ça devient plus compétitif ici aussi. Donc, comme je dis, je ne rajeunis pas. Donc, je pense que la sélection va être plus compliquée un peu. Mais c'est un peu le gros objectif de l'année, c'est de faire une bonne perf au championnat canadien à Squamish là, au mois d'août. Puis voir si j'arrive à faire l'équipe avec ça. Là. Tu sais où vous allez monter à Squamish? Non, je ne connais pas. Je n'ai pas regardé le parcours encore. Là. Je ne pourrais pas dire. Ok, ouais, C'est un 80 km, là, donc tu es un 50 miles. Puis, ouais. je sais que là-bas, c'est quand même une bonne place pour les vélos de montagne aussi. Là, donc, j'imagine que c'est des sentiers techniques, mais quand même roulants. Là, parce qu'en vélo, tu sais, ce qui est technique en vélo n'est pas nécessairement en course à pied. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Là. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'ai vécu 7 ans à Vancouver. Donc, Squamish, j'y ai passé un petit peu de temps et je me demande sur quoi vous allez grimper. Ça va être intéressant. Est-ce que tu dirais que le trail running, c'est un sport qui grandit à l'heure actuelle, qui est en plein essor? Ben oui, je pense qu'on le voit avec justement le grand nombre de séries en fait de courses là, qui peuvent avoir avec tes Golden Trail Series de Salomon ou UTMB. Puis là, en fait, Skyrunning, c'est un peu différent parce que Skyrunning, c'est carrément la fédération d'alpinistes qui gère ça. Fait que on peut Hmm. pratiquement dire que c'est un autre sport finalement. Mais en tout cas, c'est une autre fédération qui gère. Puis après, ben, c'est ça, il y a le championnat du monde qui devient aussi de plus en plus compétitif. Là. Tu sais, je pense que pour une performance égale, je suis peut-être 2 fois plus loin dans le classement. Puis en plus, il y a 2 distances maintenant. Donc finalement, c'est comme si pour la même perf, je serais comme 4 fois moins bien placé. Là, tu sais. Tu as Mais je parlé pense. t'as parlé des paramètres de tous les paramètres qu'il faut savoir gérer si on veut performer en trail. Euh, Avec ta perspective, avec ton expérience, autant dans le labo que sur le terrain, pour des personnes qui débutent en trail, sur quoi il faut se focaliser dans les premières années pour développer ses capacités en trail? Ben, tu sais, je pense que la grosse différence, surtout, en fait, tu sais, le trail en général, on est plus sur des longues distances souvent, là, en général. Là. Puis, tu sais, je pense que l'aspect qu'on voit même tu sais, dans la littérature scientifique, c'est qu'après une certaine distance, tu sais, la force musculaire devient plus importante, en fait, par rapport à d'autres sports plus courts. Là. Donc, tu sais, oui, les classiques, là, VMA, économie, tu sais, puis les seuils, OK, c'est important, mais la force devient plus importante. Puis, je pense aussi, là, tu sais, récemment, il y a un papier qui est sorti, là, enfin, qui nous montre que finalement, les déterminants de performance je pense qu'ils ont appelé ça le physiologic resilience, je pense, quelque chose comme ça. Hmm, ouais, ouais. Que depuis longtemps, les entraîneurs, on appelle ça plus peut-être la résistance à la fatigue. Là. Mais c'est de Durabilité, dire ouais. finalement, tu as beau avoir des belles valeurs, ben, après 2 heures de course, c'est quoi ta VMA, puis c'est quoi ton seuil, puis c'est quoi ton économie. Puis je pense que justement, c'est là que quelque chose comme la force musculaire va faire une différence entre elles. Là, parce que c'est bien beau d'être efficace dans la première montée, mais qu'est-ce qui fait qu'après 1000 mètres de démoin, tu es encore capable de monter aussi vite qu'au début. Là. Puis je pense que c'est là que la force, puis là, je dis la force, c'est vraiment générale. Là, ça veut dire, oui, il faut la développer, on va dire, avec du renforcement musculaire en salle, mais ça veut aussi dire, ben, il faut faire des entraînements spécifiques où on fait peut-être plus d'excentriques en descente pour vraiment être capable de garder, en fait, la capacité là, musculaire pendant un effort de longue durée. Là. Ok, donc tu as déjà donné une petite piste là avec l'excentrique en Ouais, descente. On va y revenir parce que je pense que ouais. c'est un sujet qui est très intéressant et comme tu l'as dit, qui est assez central aujourd'hui, hein. On le voit en cyclisme notamment, où on voit que c'est un paramètre déterminant de la performance parce que comme tu l'as dit, si on prend un test FTP, un 20 minutes ou autre, frais et ensuite après 2000 kilojoules de travail, ben, on voit que le fait de pouvoir maintenir ses performances malgré la fatigue, c'est quelque chose qui va faire une différence, qui a pas trop enfin, c'est pas très surprenant si on pense à ce paramètre de durée qui va être considérable en trail, qui est considérable aussi en cyclisme, et il faut prendre ça en considération aussi dans la perf. Ouais, puis c'est là que l'aspect aussi nutritionnel entre en compte, je pense. C'est que, tu sais, oui, ben, sur un marathon, déjà, ça fait une grosse différence, mais dès que tu arrives encore plus loin, c'est là aussi que, tu sais, puis souvent, c'est un peu, je pense, le classique, là, les gens qui vont dire, ah, ça a bien été, l'alimentation allait bien, mais j'avais plus de jambes à la fin, tu sais, comme, OK, mais si t'avais mangé plus, t'aurais-tu plus de jambes à la fin, tu sais. Fait que c'est comme de dire, ben, c'est pas parce que tu t'as pas eu t'as pas frappé le mur, on va dire, t'as pas senti que t'as frappé un mur, mais si t'avais plus de jambes à la fin, ben, tu sais, plus de glucides, ça aurait pu t'aider aussi, là, tu sais. Mais, C'est ouais. exactement ça, c'est un des points importants. Si on revient, vu que tu les as mentionnés, et je pense que c'est chouette de faire le tour et d'avoir ta perspective dessus, si on prend les différents déterminants de la performance en sport d'endurance et qu'on les applique directement au trail. Donc, est-ce que tu peux nous refaire la petite liste des déterminants de la performance dans un sport d'endurance et ensuite nous donner un exemple concret de comment tu entraînerais ça en trail? Ouais, ben déjà, moi, je suis pas tant un fan justement du truc classique là, avec le VO2 max puis
l'économie, puis je pense que le troisième, c'est la fraction d'utilisation du VO2 max. Donc, finalement, à quel point ton seuil est proche du max, finalement. Mais là, maintenant qu'on ajoute justement l'espèce de dire, ben, l'espèce de paramètre de physiologic resilience, je sais pas en français comment on pourrait le traduire, là, mais en fait, Ouais, je pense que résistance à la fatigue, c'est quand même intéressant, là. la Euh, durabilité, je crois que ouais, c'est souvent durabilité, utilisé ok. en Ouais. français, ouais. Ou fatigabilité peut-être aussi, mais Ouais, ça, résistance à la fatigue ou durabilité, c'est ce que j'ai entendu en tout cas en français. parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, c'est de dire, oui, il y a des paramètres qui sont importants, mais ces paramètres-là ne sont pas nécessairement fixes comme on pouvait le penser avant. C'est pas ta VMA, c'est ça, puis ça va toujours être ça. Tu sais, je pense qu'il faut, dans un effort de longue durée, ça va changer. Puis moi, je pense que c'est ça, justement, entre elles, tu sais, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a beaucoup le. Peut-être, je dévie un peu de ta question, là, mais tu sais, on voit souvent ça comme ben, si tu travailles la VMA, tu fais de la VMA. Tu sais, la spécificité, en fait, que si ta séance est à 90% de ton VO2 max, c'est le plus possible, tu améliores ton VO2 max. Et puis ça, c'est basé, même les auteurs qui écrivent là-dessus vont souvent insister dans les articles scientifiques et dire on n'est pas convaincu que c'est la meilleure façon de faire, mais on pense que logiquement, si tu es proche de la VO2 max, tu l'améliores. Mais la réalité, c'est que quand tu y penses un peu, si tu dors en altitude, tu améliores ta VO2 max possiblement parce que tu as plus de globules rouges. Tu n'as fait aucune séance proche de la VO2 max. Si tu t'entraînes à la chaleur, tu augmentes ton volume plasmatique, possiblement le transport, encore une fois, d'oxygène. Donc, tu améliores encore une fois ton VO2 max, possiblement, Hmm. sans avoir fait aucune séance proche du VO2 max. Fait qu'au final, à la limite, même que tu perds du poids, tu améliores ton VO2 max. Fait que je pense qu'à un moment donné, la spécificité des séances, il faut voir ça un peu comme les adaptations qui sont spécifiques aux différents paramètres. C'est pas nécessairement, euh, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas nécessairement de s'entraîner exactement dans une intensité qui est proche de ça. C'est comme le seuil. C'est pas parce que tu fais du seuil que tu améliores ton seuil. T'sais. Encore une fois, je pense que dans le débat, on va dire polarisé, pyramidal, le fait de faire du seuil à la place de faire du très haut d'intensité, tu fais aussi beaucoup plus de volume à cette intensité-là, ce qui, encore une fois, va t'amener à être plus longtemps dans une zone de température plus élevée aussi. Ça, c'est le genre de choses on a maintenant les outils, je pense, pour le mesurer, mais on n'a pas Hmm. encore les logiciels qui le font. Mais on parle souvent de distribution d'intensité en termes de fréquence cardiaque, de puissance ou d'allure, mais je pense qu'il y a aussi distribution d'intensité, cette distribution de temps passé dans les zones de température qui serait, je crois, intéressant à ajouter dans le suivi d'entraînement. Puis c'est un des facteurs qui fait en sorte que de faire plus de volume, d'intensité, donc plus de temps qui vont théoriquement être passés à autour de 38, 38,5, ou même 39 degrés de température corporelle, ça devrait aussi aider. Fait que, je pense qu'il faut vraiment voir ça dans un tout. Puis c'est là, en fait, que ça devient compliqué de dire ben, c'est quel type de séance qui améliore la perf. Ben, la réponse, c'est que c'est la variété puis la combinaison de ce qu'on fait. C'est l'ensemble de l'œuvre qui va amener les bénéfices à l'entraînement. Ouais, j'adore le fait que tu aies dévié de ma question et que tu y aies répondu Ouais. comme ça parce que je pense que c'est une réponse qui est beaucoup plus holistique et beaucoup plus intéressante que, comme tu l'as dit, pour développer l'endurance fondamentale, il faut faire telle séance, pour développer la VO2 max, il faut faire du fractionné. Parce que comme tu l'as dit, et je pense que ça vient aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais ça vient aussi, cette manière de réfléchir, de se dire, pour faire de la VO2 max, il faut faire une séance de VO2 max, ça vient aussi du fait que c'est plus simple de réfléchir comme ça. Et Mhm. on peut dire, voilà, tu fais ça et tu auras ça. Alors que comme tu l'as dit, ben, on va faire de l'endurance fondamentale, on va développer sa VO2 max, on va faire de l'entraînement en chaleur, on va développer sa VO2 max. Et plein d'autres choses autour également. Donc pour la simplicité, ça a du sens, mais après, c'est vrai que si on veut avoir une vue un petit peu plus globale, ça devient compliqué. Donc si on part sur le postulat que tu viens de nous proposer avec cette déviation de la question qui était tout à fait appropriée à mon avis, de quoi est composé un bon programme d'entraînement? Ben, je pense que ça, c'est un des éléments qui est assez clair dans la littérature scientifique, puis je pense dans ce qu'on voit sur le terrain, c'est justement que 80% de l'entraînement devrait être fait à une intensité qui est en dessous du premier seuil. Que ce soit le seuil ventilatoire ou lactique, là, je pense qu'on peut parler de seuil métabolique. Des fois, le premier seuil métabolique qui finalement combine les deux. Parce que même si on regarde pyramidal ou polarisé, je pense que les entraînements, la plupart des systèmes, le 80%, on va dire, plus facile, ben c'est assez, je dirais pratiquement un consensus là-dessus, il y a peut-être quelques exceptions, là. Mais ça, on sait que c'est important, puis ça prend ça, puis c'est, ben, oui, on parle d'endurance fondamentale, mais c'est aussi, je pense, d'un point de vue d'être capable de, au niveau même du système nerveux, en fait. Là. Si tu fais que Mhm. d'intensité, ben, tu finis juste par te brûler, alors que quand ça te prend finalement le travail à basse intensité pour récupérer, puis être capable d'encaisser ce qui va être à haute intensité. Fait que ça, je pense que l'aspect, on fait du travail à basse intensité, c'est assez
assez admis. Puis comme je dis souvent aux gens après un test lactate, quand c'est pas moi qui les coach, ben, le 20% qui reste, ben, c'est un peu selon ta philosophie d'entraînement, celle de ton coach, que tu décides ce que tu fais avec, puis selon les objectifs, les contraintes, tout ça. Moi, je suis plus un adepte là, d'entraînement, plus, on va dire, euh, peut-être proche du seuil, mais encore une fois, on parle des fois de polarisé puis pyramidal, puis il y a un débat là-dessus, mais on spécifie des fois même pas c'est quoi la référence, c'est la fréquence cardiaque ou c'est des allures. Puis au final, je pense qu'on se rend compte que moi, ce que j'aime le plus comme séance, en fait, puis encore une fois, j'ai vu ta question, mais c'est d'aller plus travailler sur d'ajuster en fait le ratio entre l'intensité et le repos pour finalement, quand quelqu'un fait des courses plus courtes, ben oui, tu vas faire de la plus haute intensité sur les intervalles, mais tu ajustes les repos pour que finalement, d'un point de vue physiologique, ils ne soient pas nécessairement dans le rouge. Là, donc finalement, tu peux faire du travail dans la zone 6, donc au-dessus de ta VMA, mais si tu fais des 40 secondes en montée, par exemple, qui est un peu un classique, je pense, puis qui est popularisé par les Norvégiens un peu aussi, tu fais un 40 secondes en montée avec 1 minute 20 de récup ou 1 minute de récup, au moins 1 minute, disons, ben, au final, tu es en zone 6 sur l'effort, mais tu es en zone 4 de fréquence cardiaque ou plus. Là, donc, au final, est-ce que c'est du seuil ou est-ce que c'est du haute intensité? T'sais? C'est Ouais, là qu'on n'a pas nécessairement la réponse, puis c'est là que moi, je pense qu'il faut jouer là-dessus parce que, puis ça, on le sait aussi, que de faire des entraînements hyper durs. En fait, polariser en fréquence cardiaque, il faudrait faire des intervalles de 5 minutes en zone 5 pour que la FC ait le temps de monter puis rester longtemps. Puis ça, c'est hyper hmm. dur. Là. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est ça, c'est déterminer est-ce qu'on programme sur la base des intensités qu'on va faire ou est-ce qu'on prend en compte le ratio travail-repos et l'organisation de ces différents paramètres et qu'on observe en fait la séance d'un point de vue, encore une fois, un petit peu plus global, un petit peu plus holistique, plutôt que de se concentrer uniquement sur à quelle vitesse tu étais, à quelle allure tu étais, à quel FC tu étais. Ouais, puis ça, puis maintenant, c'est un peu ça qui est le fun avec les logiciels de coaching. Là, que c'est moi, j'utilise intervals.icu. Puis là, on Mhm. peut mettre, en fait, les intervalles, on peut mettre à la fois une intensité d'allure et de fréquence cardiaque. Fait que je peux Mhm. dire, ben, tu fais telle allure puis telle fréquence cardiaque, puis en commentaire, tu peux dire à l'athlète, ben, ajuste l'allure pour que la FC dépasse pas tel truc. Là, tu sais. Fait qu'au final, tu arrives à une séance qui est un peu plus, je pense, ben, qui est basée sur la physiologie. Surtout maintenant avec les nouvelles chaussures, en plus, que tu peux changer de chaussure et aller 5 secondes plus vite par kilomètre. Mais physiologiquement, ben, ça change rien finalement. Puis même, je pense que les arguments de dire, ah, maintenant qu'on a des souliers comme ça, on peut faire plus, on peut aller plus vite à l'entraînement, donc on peut plus en course, c'est un peu n'importe quoi. Là, parce que oui, tu vas plus vite, mais c'est le même bénéfice en termes de gain physiologique, je pense. J'ai une question pour toi par rapport à ça et l'idée de planifier des séances sur la base de la fréquence cardiaque, surtout si on parle de séances de plus haute intensité. La raison de ma question, c'est que, en tout cas, il me semble qu'à basse intensité, la fréquence cardiaque va rester un peu plus à l'abri peut-être de facteurs comme la chaleur qui peuvent l'influencer directement lors d'une séance plus intense. Comment est-ce que tu contrôles pour cette dérive cardiaque qui va invariablement survenir lorsqu'on parle d'intensité au-delà du seuil 1? Comment est-ce que tu prends ça en compte dans une planification d'entraînement sur la base de fréquences cardiaques à plus haute intensité? Ouais, ben, je pense qu'il faut, ce qui est, tu sais, oui, il y a une dérive, mais en même temps, tu sais, la dérive du lactate pourrait arriver aussi. Là, je pense que un peu l'enjeu, c'est que sur une séance très longue, tu as aussi moins de réserve de glycogène, donc théoriquement, ton lactate va monter moins haut aussi, je pense, là. Mhm. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'observe quand je fais des séances d'entraînement super longues. Ouais, Ben, à la fin, le lactate est un peu plus bas qu'il devrait être. Puis on dit, ah, ben, c'est normal, c'est ta dérive cardiaque. Oui, mais c'est aussi le fait que j'ai peut-être moins de réserve à brûler, fait que ouais. j'en produis un peu moins pour la même intensité. Moi, ce que je préfère, en fait, prescrire puis faire, c'est de dire, ben, arrange-toi pour limiter la dérive cardiaque. Donc, ça veut dire travaille sur Mhm. l'hydratation, travaille sur la nutrition, puis après ça, considère que ça reste à peu près les mêmes valeurs. Mais par exemple, moi, pour la zone 4, qui est finalement mon second seuil, je l'utilise généralement en termes de. Tu sais, je calcule finalement que 97 à 102 de l'allure, ça me donne ma zone 4. Mhm. Puis après ça, la fréquence cardiaque qui correspond à ça, c'est ma zone 4. Donc, je me permets quand même Mhm. d'aller quelques battements au-dessus. Puis finalement, sur une séance d'intervalle qui va être de la zone 4, ben, généralement, je vais dire aux athlètes d'essayer de rester quand même en dessous de la valeur de FC au seuil, mais qu'à la fin, tant que tu restes en zone 4, donc finalement, tu es quand même quelques pourcents au-dessus, ben, c'est quand même correct. Fait que je pense que tu tiens quand même un peu compte de la dérive là-dessus. Euh, puis encore une fois, je pense que sur des efforts vraiment longs, c'est là justement qu'en étant bien hydraté et en étant bien alimenté, tu es quand même capable de, on va dire, limiter la dérive. Puis au final, c'est quand même ça que tu veux faire en compétition. Là. Oui, en compétition, même des fois, j'ai géré des efforts avec la FC. Là. Par exemple, le marathon, j'ai déjà passé ça avec la FC. Le dernier tiers de la course, tu ne la plus. Là. C'est là que tu te mets à fond et que tu t'en fous que ça dérive. Mais je pense que Mhm. dans les premières heures de course, sur un ultra même assez longtemps,
ben, il faut quand même se fier là-dessus pour gérer. Là. Ouais, donc ça te donne quand même un indicateur important et il faut faire tout ce qui est juste autour si on veut bien contrôler ce paramètre ou lui donner le plus de validité possible. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, même les gens, des fois, ils me disent, ah, mais comment tu gères, mettons, le stress? Si tu es stressé dans une course, ta FC est plus haute. Mais ton lactate est souvent plus haut aussi, là. Tu sais, la réalité, c'est que je pense que des fois, les gens, ils ont hâte qu'on ait un truc qui mesure le lactate en continu, là, tu sais, que ça va être Oui. le Saint Graal. Puis je pense qu'il y a une startup là, qui part là-dessus aussi, là. Mhm. Euh, mais la réalité, c'est que ta fréquence cardiaque, une fois que tu as fait un test, ben, puis tu sais, comme moi, c'est quand même assez robuste, puis ça va quand même être assez bon dans le temps. Puis je dirais même peut-être plus qu'un lactate en continu parce qu'on sait Mhm. qu'il y a plein de facteurs qui influent même d'un jour à l'autre le lactate, là, selon ce que tu manges. Le fructose versus le glucose, il y a un effet différent sur la quantité de lactate dans le sang, tout ça. Fait que moi, je me dis, une fois que tu as tes zones de fréquence cardiaque, on ne prend pas ça non plus comme, c'est pas à un battement près, là, mais on va dire à deux, trois battements près, c'est quand même très précis. Puis Mhm. après, je pense qu'en ayant ça, puis en ayant l'allure, ben, on sait un peu ce qui se passe physiologiquement. Là, parce que le lactate, même si on mesure en continu, on va le mesurer ben, dans le sang, puis on n'a pas ce qui se passe dans le muscle de toute façon. Puis c'est ça qu'on aimerait savoir, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ton muscle au niveau du lactate? Puis c'est là que d'autres outils que tu utilises peut-être un peu plus que moi, c'est les MOXY pour la Ouais. saturation. Là, tu as une meilleure indication de ce qui se passe vraiment dans le muscle. Là, tu sais. Et je pense que c'est vraiment à double tranchant. Comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui demandent justement, ouais, comme tu l'as dit, continuous lactate monitoring, quand est-ce que ça arrive, ça va être tellement bien. Mais oui, ayant pas mal d'expérience moi-même avec les MOXY, c'est génial d'avoir 2 points de données par seconde. Mais quand tu as Mhm. un test qui fait 1 heure, tu as 2 points de données par seconde. Ça en fait, et ça fait 7000 points de données, et il faut savoir quoi en faire derrière. Et je dirais presque que le lactate, c'est d'avoir une mesure toutes les 3, 4 ou 5 minutes selon le test que tu effectues, ça simplifie presque un petit peu l'interprétation. Ça, c'est quelque chose Exact. que j'ai sur mon tableau de bord que je dois effectuer comme séance test, c'est faire des paliers de 10 minutes, mais prendre un sample à 3, 6 et 9 et voir comment Mhm. la cinétique même évolue au sein d'un intervalle. Parce qu'on sait qu'il y a des dynamiques super intéressantes au niveau interne. Et juste une valeur de lactate, ben, c'est une valeur de lactate. Alors oui, c'est plus simple à interpréter qu'une valeur continue, mais ça a ses downsides aussi, quoi. Ouais, je serais curieux aussi d'essayer éventuellement de faire un test lactate 2 jours de suite ou 2, 3 jours assez proches, puis de juste changer l'alimentation avant puis la veille, puis voir à quel point la courbe finalement elle bouge de haut en bas. Mais selon moi, les fréquences cardiaques qui correspondent au seuil seront à peu près les mêmes. Là, tu sais. Hmm. Puis la performance devrait être à peu près la même, à moins que je sois sur un jeûne complet. Là. Je veux dire, il y a des limites là, à tester, à pousser les limites, là, mais je pense qu'il y a moyen, je pense, d'ajuster avec la fréquence cardiaque, finalement, je pense, l'outil sous-utilisé. Là, surtout les cyclistes, des fois, maintenant, ou même en course à pied, en fait, depuis qu'on a les outils GPS puis les capteurs de puissance qui donnent des valeurs vraiment plus précises pour on va dire, des fois, j'aime ça dire un peu les zones périphériques, là, finalement, ce qui se passe, euh, ta puissance C'est le puis ton travail, allure, c'est c'est vraiment le plus. travail fourni, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est pas, tu sais, je pense, travail externe puis interne, on est plus sur des concepts biomécaniques, là, fait que des fois, Hmm. j'aime mieux dire pratiquement tes périphériques puis centrales, là, mais tu sais, D'accord. de dire que finalement, ta puissance puis ton allure, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de tes jambes, puis finalement, ta fréquence cardiaque, c'est le système. Donc oui, Hmm. quand tu fais, par exemple, des intervalles vraiment courts, très vite, tes fibres rapides produisent beaucoup de lactate, fait que tu sais, si tu le mesurais dans le muscle, il serait élevé, mais dans le sang, il ne sera pas élevé tant que ta fréquence cardiaque ne monte pas, finalement, parce que tes fibres lentes sont capables de fournir pour utiliser le lactate. Fait que finalement, c'est un peu ça, je pense, de vraiment pour avoir le portrait global, ça prend et la fréquence cardiaque et les allures. Je pense que c'est comme pour moi essentiel. Puis c'est là un peu la limite des tests plus. Oui, je peux estimer ta zone de puissance ou d'allure avec tes performances en compétition, mais si tu n'as pas la fréquence cardiaque, des fois, c'est quand même compliqué parce que justement, ta dérive, c'est là que c'est le fun d'avoir un test comme plus précis, plus précis plus reproductible en labo avec des paliers, comme tu as dit, de différentes durées. Là. Puis là, c'est là que je pense que j'avais vu, je pense, ton vidéo là, sur les 10 minutes là, en vélo, là, puis ça Hmm. commence à faire long. Puis Mhm. moi, ma vision là-dessus, c'est que si tu fais des paliers plus longs à un certain point, si tu as une dérive cardiaque, ben, ton lactate va être plus haut aussi. Fait que, au final, je pense que d'un point de vue zone de fréquence cardiaque, la durée du palier n'a pas trop d'influence tant que tu as 3 Ouais, minutes. ouais, Euh, mais pour la puissance, ça va changer évidemment. Mais après ça, c'est de voir un peu c'est quoi l'utilité de faire un test hyper long. Parce qu'il y en a qui font ça. Si je ne me trompe pas, même Inigo San Milan, son test c'est avec ça, ouais. ses athlètes, c'est comme super long. Euh, mais encore une fois, je pense que si tu veux des zones de puissance ultra précises, peut-être que ça prend ça. Mais Ouais. est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des zones de puissance ultra précises quand on a déjà les puissances sur différentes durées d'efforts pendant les compétitions? Là,
Ouais, c'est toujours une question et ce que j'aime bien dire, c'est que pour moi, un test d'effort, le protocole que tu choisis, la durée des paliers, etc., c'est toujours un compromis. Un compromis selon ce que tu vas mesurer et selon ce que tu essayes d'extraire comme information. Et dans ce Ouais. sens-là, en tout cas, moi, je pense pas qu'il y ait un protocole qui soit mieux que les autres. Parce que si tu veux une VO2 max, ben, tu veux un test qui va durer entre 8 et 12 minutes ou peut-être un petit peu plus. Si Mhm. tu veux justement ces paliers avec ou ces informations un petit peu plus métaboliques, si j'ose dire, ou ces points d'inflexion qui vont prendre un petit peu plus de raffinement et un peu plus de temps aussi, à moins que oui, on ait les échanges gazeux et on peut calculer on peut calculer à quelle vitesse la VO2 dérive comparée à l'augmentation de la puissance et normaliser tout ça, mais ça commence à faire beaucoup de maths. Qu'est-ce que tu penses, toi, des différents protocoles qui peuvent être utilisés sur des tests d'effort? Est-ce qu'il y en a des biens, des moins bien? Est-ce qu'il y a un protocole qui est meilleur que les autres? Ouais, ben, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est assez simple, des 3 minutes. Mais moi, je fais pas de pause, en fait. Parce que même, Hmm. même en course à pied, je prends le lactate, le coureur met sa main sur le bord du tapis, puis je prends le lactate pendant qu'il court. Ouais. Puis c'est comme ça que je l'ai appris quand j'ai fait mon stage en Suisse, là, dans un centre suisse olympique. Là, euh, T'es à puis je sais que c'est Macolin? même pas la méthode suisse, en fait. Eux, ils mettent une pause de 15 secondes au moins, je pense, pour le prendre. Mais moi, j'aime mieux Ouais. pas de pause. Parce que je trouve que la réponse du lactate, quand tu t'arrêtes, en fait, c'est là que tu te poses un peu la question, ben, est-ce que tu l'envoies, est-ce que tes fibres l'envoient tout dans le sang, puis ça monte dans le sang? Est-ce que tu sais, on dirait que le timing de la prise pendant une pause, c'est un peu compliqué. Puis Hmm. après, même le test, en fait, si la tête prend une pause, tu sais, en compétition, même si l'intensité n'est pas nécessairement fixe tout le temps, ben, c'est rare que tu aies une minute arrêtée, là, tu sais. Fait que moi, Ouais, j'ai bien mis sûr. des tests qui n'ont pas de pause, puis des paliers donc plus courts. Parce que si je fais une pause, je vais mettre 4 minutes, mais si je ne fais pas de pause, 3 minutes, ça me suffit selon moi pour avoir une valeur là, de lactate qui correspond assez bien à la fréquence cardiaque. Puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça correspond aussi à peu près aux intensités en fait des séances d'intervalle. Moi, je suis plus un fan de mettre même du seuil, j'aime mieux faire, on va dire, jusqu'à même 18 fois 1 kilomètre. Donc, ce ne sera pas plus que 4 minutes, là, à moins, ça dépend des athlètes, là, mais généralement, c'est, on va dire, entre 3 et 4 minutes pour la plupart des gens. Peut-être un peu plus des fois, mais ce n'est pas des intervalles super longs. Donc, finalement, si tu as fait ton test avec des paliers de cette durée-là, ben, souvent que ta fréquence cardiaque est assez proche de ce que tu avais considéré en termes de lactate. Fait que ça, c'est un des éléments. Après, il y a moyen de faire des tests, je pense, moi, ce que j'aime, c'est des tests où on combine différentes mesures, en fait, on parlait tantôt là, de l'économie de course, c'est un des paramètres Hmm. importants. Certains athlètes aussi, ou de résistance à la fatigue. Fait que certains athlètes, ce que je faisais, c'est que le protocole, en fait, c'est des paliers de 3 minutes, mais j'en ai un de 6 minutes qui est entre les deux seuils, finalement. Fait que là, il faut connaître un peu l'athlète, mais tu es entre les deux seuils ou proche de leur allure, disons, marathon. Donc après, tu fais un 6 minutes, puis tu prends une mesure à 3 minutes aussi. Fait que tu peux voir ben, dans ton 6 minutes à quel point ça dérive. Hmm. Euh, Jusqu'à maintenant, je le faisais plus avec le lactate, mais maintenant, avec le Vodomaster, ça va être encore plus intéressant, je pense, de voir Hmm. un peu la réponse au niveau VO2 ou des protocoles maintenant que je fais aussi de plus en plus. Encore une fois, c'est depuis que j'ai la consommation d'oxygène, c'est de faire un protocole classique incrémental de 3 minutes par palier. Puis après une pause de 2-3 minutes, de faire un palier, disons, sous-max pour avoir l'économie de course. Donc là, tu Ouais. l'as fait dans un état un peu fatigué. Euh, mais je pense que c'est quand même intéressant. Puis je pense que le protocole peut-être qui serait le plus efficace en temps aussi, là, parce qu'on ne va pas tester les gens Mhm. pendant 3 heures puis leur facturer. Je veux dire, à un moment donné, ça finit par être cher pour un test, puis ben, ça prend notre temps, puis ça prend leur argent finalement. Mais je pense que d'aller faire un protocole où justement tu insères un palier, on va dire 16 km/h, parce que c'est souvent ce qui est utilisé pour les économies de course, mais tu sais, considérant que l'athlète a un seuil qui est plus vite que 16 km/h, le deuxième seuil plus vite que 16 km/h, puis une allure marathon qui ressemble un peu à ça, ben, tu fais un palier ou tu as un test ou tu as un palier de 16 km/h de 6 minutes. Puis à la fin du test, après une pause standardisée, là, on va dire 2 minutes, ben, tu refais un palier de 6 minutes à 16 km/h, puis tu Mhm. compares un peu l'économie, on va dire, sans fatigue puis avec fatigue, puis de voir un peu, même biomécaniquement à la limite avec des capteurs biomécaniques, voir un peu c'est quoi est-ce que la fréquence de pas est la même, est-ce que le temps de contact a changé. Puis je pense qu'avec ça, tu as un test qui durerait sûrement pas plus que 45 minutes, Mhm. peut-être 40 minutes, on va dire. Puis tu as quand même beaucoup d'informations, je pense. Tu as à la fois finalement l'économie, euh, la VMA, les seuils, puis tu aurais aussi même, d'une certaine façon, la résistance à la fatigue. Ouais, c'est très très intéressant ce que tu dis là. Et alors moi, je l'avais plutôt entendu sur le contexte pour valider la VO2 max, tu refais un palier à Ouais. 110% pour Mhm. t'assurer que la valeur mesurée était la bonne. Mais j'aime bien ton idée de revenir encore plus bas
et Ouais. de comparer justement ce palier un petit peu plus long. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas encore très bien les tests d'effort, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment et en quoi consiste cette économie et pourquoi c'est un facteur important? Ouais, ben en fait, c'est un facteur important parce que justement, c'est la quantité d'oxygène, ou en fait, moi j'ai mis l'expression en calories par kilogramme par kilo. Mhm. Donc, ça tient un peu compte aussi de l'oxydation des substrats, là, parce que généralement, avec le temps, ça change quand même beaucoup si tu prends. En fait, quand tu brûles plus de lipides, ça donne plus d'oxygène aussi. Mais si tu l'exprimes en calories par kilo, par kilomètre, ben, tu as un truc qui est plus comparable. C'est même comparable d'une vitesse à l'autre, là, finalement, que Ouais. à 16 km/h et à 14 km/h, il ne devrait pas avoir une grosse différence pour un même athlète, en tout cas, par rapport à ces valeurs-là. Mhm. Puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point, parce que l'entraînement, à un certain point, quelqu'un pourrait faire le même test d'effort, puis avoir les mêmes seuils, puis le même résultat, disons, au max, mais si l'économie est est meilleure finalement, donc il prend moins de calories par kilomètre, peut-être qu'il peut après maintenir ses seuils plus longtemps parce qu'il y a des réserves qui lui permettent de le maintenir plus longtemps. Donc, c'est un peu ça l'intérêt, je pense, d'aller faire ce genre de test d'économie-là. Puis après, c'est aussi intéressant, je pense, pour même l'économie de course pour comparer après différentes conditions. Quelqu'un qui veut, par exemple, tester différentes chaussures avec plaque de carbone, ben, tu pourrais faire un protocole où tu fais que mesurer de l'économie, tu fais des paliers à vitesse constante, tu en fais plein, puis tu compares d'une paire de souliers à l'autre. Je pense que l'économie, c'est aussi quelque chose qui peut quand même varier beaucoup, en tout cas par expérience. Ce qui est compliqué, c'est qu'encore une fois, tout ce qui est VO2, ça dépend un peu de la calibration des appareils. Là. Mais c'est pour ça que de le faire dans un seul test comme ça, je pense que c'est mieux que de revenir faire un test plus tard. Là, parce que si tu fais un test de VMA puis tu reviens faire un test un autre jour pour l'économie, ça se peut que les valeurs soient quand même. Même si y a 2% de différence à cause de la calibration, ben, c'est beaucoup. Euh, fait que je pense que ça, c'est intéressant. Puis, comme tu dis, le palier supramax après un test, moi, j'ai déjà fait aussi. Puis, j'avais l'impression qu'après, ma valeur était plus élevée de VO2max. Puis, je suis comme, ah, ben, je, c'est comme si ça avait triché un peu. Là, c'est un peu comme le glitch là, dans la matrice. Là, puis Fait que j'ai jamais considéré cette valeur-là comme mon VO2 max. Là. Fait que, Ouais, ouais, ouais. en tout cas, c'est un peu Ouais, particulier. Là. mais c'est marrant, on a le même processus de réflexion en termes d'essayer de trouver le meilleur compromis, le meilleur protocole pour avoir peut-être pas le maximum d'informations, mais le plus d'informations pertinentes et utiles possible. C'est un petit peu ça le jeu, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je pense que là, c'est ça pour l'instant. Ce protocole-là, je ne l'offre pas encore, mais ce qui est compliqué des fois, c'est aussi quand tu as des gens que tu ne connais pas, puis de déterminer, OK, mais là, si on fait un palier, on fait un 6 minutes sous max, ben, c'est quelle intensité qu'on prend? Est-ce qu'on attend que le lactate monte à telle valeur? Puis là, il faut aussi que le test soit reproductible. Donc là, s'il progresse beaucoup, puis que tu as fait la première fois le palier long à 12 km/h, mais qu'après, Mm. ça devient trop facile pour lui. Fait que c'est compliqué d'aller dans le trop complexe. Ça devient difficile de comparer d'un test à l'autre. Puis c'est ça aussi qui est un peu compliqué avec les seuils. En fait, moi, j'aime mieux les seuils lactiques pour les ondes que les seuils ventilatoires, simplement Mm. parce que je trouve que ma méthode pour les déterminer est plus robuste puis est vraiment, on va dire, plus objective, en fait. Mm. Alors que les seuils ventilatoires, je trouve qu'il y a une partie de, c'est un peu subjectif. Puis quand la tête revient faire un test, puis que tu sais que la dernière fois c'était ça, puis son max est le meilleur, donc c'est ça qui devrait être meilleur. Donc là, tu regardes la courbe, tu es comme, ah, ok, peut-être que c'est un peu plus, un peu mieux, en tout cas, fait que je pense qu'il y a un peu, il y a trop de déterminations, je pense, qui est subjective pour un test VO2. C'est pour ça que moi, j'aime mieux le VO2 vraiment pour l'économie, Ouais. puis la valeur max que les gens aiment avoir aussi. Mais moi, je ne le vois pas comme un outil nécessairement pour déterminer les seuils, sauf dans le cas d'un athlète, justement, qui ne veut pas, tu sais, il y a des gens qui ont peur des prises de sang, puis qui ont, même leur piquer le doigt, c'est un problème. Donc là, ça devient un outil intéressant pour ces gens-là. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. J'utilise aussi le lactate comme référence numéro une sur les interprétations que je fais. Ce que j'aime bien faire ensuite, c'est référencer aussi les données que j'ai sur Memoxy. Et je trouve que Memoxy me donne des informations supplémentaires pour vérifier, si tu veux bien, mon interprétation de lactate, parce que très souvent, ces deux courbes, elles vont aller en parallèle l'une de l'autre. Alors, c'est une relation inverse. Le lactate va monter, l'oxymétrie va baisser. Mais au final, sur les centaines de tests que j'ai faits, je vois une très bonne correspondance entre les points d'inflexion lactate et les points d'inflexion d'oxymétrie. Et des fois, tu le sais, hein, selon ce qu'on est, et d'ailleurs, on va parler de ça juste après, selon la méthode d'interprétation que tu utilises pour ton seuil 1, pour ton seuil 2, sur ta courbe de lactate, des fois, tu es à 0,1 point près de le mettre au palier suivant ou au palier d'avant, et tu n'es pas trop sûr de, OK, est-ce que je devrais le mettre là, est-ce que je devrais le mettre là? Et je trouve que l'oxymétrie te donne ce paramètre supplémentaire pour te dire, OK, non, c'est plutôt ici parce que là, ça se tient en termes d'interprétation, quoi. Ouais, moi, c'est pour ça que j'essaie de mettre les seuils, pas nécessairement sur un palier exactement. Parce qu'en fait, c'est la méthode Hmm. classique, c'est ça, c'est ton premier seuil, c'est
dernier palier avant la première augmentation significative. Mais Ouais. moi, j'essaie maintenant d'avoir une méthode qui peut le mettre entre deux seuils, sinon tu peux juste améliorer d'un palier. Fait que ça devient un peu compliqué. Donc, moi, j'essaie vraiment de mettre un point précis sur la courbe qui peut être Ouais. entre deux points finalement, là. Ouais, ouais, donc tu te limites pas au palier exact du Exactement. test, mais tu te permets de le mettre là où il devrait être ou là où il serait de manière assez, comment dire ça, sans prendre le test en lui-même comme paramètre et Mhm. simplement placer le point sur la courbe là où il appartient selon la méthode que tu as utilisée. Exact, c'est ça. Tu sais, moi, je prends finalement une fraction de la baseline de lactate, puis dans le fond, quand le point est, on va dire, je sais pas, 20% au-dessus de ta baseline, c'est ton premier seuil. Fait que généralement, ça va le placer peut-être un peu plus haut que le premier, fond, le dernier palier avant la première augmentation significative. Mm. Mais encore une fois, c'est arbitraire dans les deux cas, là. Dans un cas, tu dis ben, 0,4 millimol, c'est significatif. Puis moi, je dis, ben, mettons, 0,2 millimol, là, c'est significatif, mais c'est le point exact et non pas le palier avant. Fait que dans les deux cas, c'est une façon de faire un test qui est reproductible, là. Il y a Ouais, d'autres moyens aussi, là. Il y a même de prendre les pentes de la courbe aussi, puis dire quand la pente elle dépasse zéro, c'est le point. Mais ça, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a des gens, des fois, que si tu n'as pas une baisse de la tête au début du test, ça devient compliqué d'avoir une pente à zéro des fois, là. ouais, non, je suis d'accord. Et pour revenir à quelque chose que tu avais dit avant, sur ce protocole que tu as pensé mettre en place pour l'économie avec le palier de 6 minutes le palier de 6 minutes au milieu, en remettre un après. C'est vrai que comme tu l'as dit, ça casse un petit peu le cadre idéal, entre guillemets, ou le cadre reproductible de ce test. Et ça, c'est une chose que j'aime toujours bien dire aussi, c'est que peu importe le protocole que tu utilises ou que tu choisis, il devrait être le plus reproductible possible pour que tu puisses véritablement comparer de test en test. Parce que comme c'est quelque chose que j'avais essayé à un temps aussi, c'était un protocole hybride, je crois que c'est les Norvégiens qui l'utilisent ou qui à un moment donné l'ont utilisé, où les paniers étaient un peu plus longs, c'était plutôt pour du cyclisme ou du triathlon longue distance, 6 minutes par palier, 1 minute de repos, et une fois que tu arrivais, je ne sais plus si c'était un certain millimole absolu ou si c'était juste avant ton deuxième seuil, boum, tu passais sur un protocole plus VO2 max avec des paliers d'1 minute qui montaient de manière incrémentale et ça te faisait le meilleur des deux mondes. Dans le même test, tu avais tes Ouais. seuils lactate et tu avais ta VO2 max sur un protocole classique. Je l'ai essayé une ou deux fois. Peut-être que j'aurais dû l'essayer plus, mais honnêtement, par rapport à ce que j'essaie de trouver comme information, le fait de changer en fait de protocole au milieu du protocole de test, bah, ça fait que, à moins d'être exactement au même niveau où tu étais au test précédent, tu peux pas refaire exactement le même test. Et si tu peux pas faire exactement le même test, est-ce qu'on peut véritablement comparer les données, quoi? Ouais, c'est ça. Puis l'enjeu, tu sais, il y a beaucoup de tests comme ça aussi avec les fédérations sportives là, avec qui on travaille à l'INS. Puis, tu sais, encore une fois, c'est la question de est-ce que tu prends toujours la même valeur de lactate ou est-ce que pour un athlète, quand il a fait le test une première fois, tu reprends les mêmes paliers pour lui. Donc, lui, à telle intensité, ça devient des paliers plus courts. Ouais. Mais si tu testes un gars je sais pas, qui a 16 ans, puis tu le retestes à 20 ans quand il est rendu au niveau olympique, les différences sont quand même grosses. Fait que ça devient, comme tu dis, compliqué en fait de comparer les résultats. Fait que, encore une fois, c'est pour ça que même le palier en fait long de 6 minutes, moi je pense que ça s'applique vraiment beaucoup à des athlètes, disons, de plus haut niveau qui sont déjà assez performants pour que tu saches, ben, tu sais, son allure marathon, tu sais, si elle court, tu sais, on parle mettons, une athlète féminine qui va courir déjà pas loin des 2h30, ben, tu sais qu'elle va peut-être pas courir 2h20, là, tu sais, je veux dire, tu as comme une bonne idée que, mettons, pour elle, 16 km/h, c'est sûrement entre ces deux seuils, ça devrait toujours l'être. Mais quand tu testes des débutants, ça devient compliqué de faire ce genre de test-là. Mais je pense qu'il y aurait moyen aussi de dire, ben, on fait un test progressif avec des paliers de 3 minutes, puis faire quand même un palier subséquent plus long un peu pour tester l'économie, puis Mhm. quand même comparer avec ce qui se passe pendant le test. Je ne sais pas à quel point ce serait. Je pense pas que ce serait une mauvaise procédure. Puis je pense que c'est des choses qu'il faut essayer, mais comme d'habitude, il faut toujours l'essayer sur nous avant, fait que ça fait beaucoup de tests à faire. Exactement, faut tout tester et à un moment donné, Ouais, t'as plus assez de jambes pour tout faire. exact. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Donc, on a parlé un petit peu des tests, de pourquoi tu préfères et tu utilises le lactate en priorité pour déterminer notamment les seuils. Euh, donc, parle-nous un petit peu de ta méthode d'interprétation de la courbe ou des points, des informations de lactate par rapport au seuil 1 et par rapport au seuil de comment est-ce que tu détermines ces paramètres-là. Ouais, ça, comme je te disais, le
premier seuil, moi, ce que je prends généralement, c'est un huitième. Dans le fond, je modélise la courbe de lactate. Donc, déjà, s'il y a un point qui est un peu off, ben, il faut quand même le considérer qui est sur la courbe tu sais, qui suit, si je ne me trompe pas, c'est une polynomiale de troisième ordre, je ne sais pas quoi, là, je C'est sais plus ça. Ouais, c'est ça. mathématiquement. Là. Puis, dans le fond, je prends finalement la valeur la plus basse de ça, c'est finalement ma baseline. Puis après Mhm. ça, je prends généralement un huitième au-dessus de ça. C'est mon premier seuil. Fait que quelqu'un qui aurait des valeurs plus élevées de lactate, qui serait à peu près à 2 millimoles, ça ferait, si je ne me trompe pas, 0,25 au-dessus, ça Mhm. serait son premier seuil. Fait que Mhm. c'est quand ça commence à monter, je considère que c'est le premier. Puis oui, il y en a qui vont dire, ben, normalement, c'est avant que ça commence à monter, mais à 0,25 millimoles, pour quelqu'un qui a une valeur plutôt élevée, là, parce que 2 millimoles de baseline, c'est quand même assez élevé. Ouais. Puis quelqu'un qui aurait une valeur plus autour de 1 millimol, ben, ça fait finalement à peu près 0,12. Là. Fait qu'on est quand même proche de l'erreur de mesure de l'appareil. Mhm. Euh, puis après, je suis quand même, tu sais, moi, j'ai le lactate plus là, qui donne la réponse la valeur en comme 13 secondes. Ouais. Fait que souvent, dès que je vois que ça monte, je reprends une valeur tout de suite. Fait que Mhm. pendant le test, comme je dis, je ne fais pas de pause. Donc, l'athlète, je prends sa mesure, le palier suivant commence, puis si je reprends une valeur, ça va être peut-être à la 15e seconde du palier suivant. Puis là, si la valeur est encore une fois haute, haute par rapport au point d'avant, ben là, je sais qu'il a vraiment passé son premier seuil, puis là, je prends ça. Fait que c'est vraiment ça j'ai pas peur de gaspiller des strips de lactate. Là, dès que c'est une valeur qui monte, je reprends tout de suite. Pour le premier seuil, c'est hyper important parce qu'après, moi, je prends le Dmax modifié pour le second. Mhm. Donc, finalement, ta valeur de premier seuil va vraiment affecter ton second seuil. Là, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, le Dmax modifié, déjà, ça tient compte du premier seuil et de la valeur maximale pour déterminer le deuxième. Donc, ça prend un test max aussi. Là, je pense que c'est une des limites aussi. Des fois, les gens qui veulent faire des Mhm. tests où on arrête quand on atteint 6 millimoles. Ben, OK, mais si ton max c'est 12, tu es loin du max. Là, Ouais. fait que, je pense que c'est important vraiment d'avoir un test qui est réellement maximal. Puis après ça, ben, tu prends des max modifiés pour le second seuil. Puis ça, je pense que c'est quand même une bonne façon de faire. Là. Puis après, évidemment, mathématiquement, là, je fais ça avec un code qui fait un rapport automatique. Puis comme ça, l'athlète, il descend du tapis puis il a son rapport là, pour lui présenter. Là. Ouais, exactement. Non, on a des méthodes très très similaires. J'utilise aussi le Dmax modifié. Et si les gens arrivent à se visualiser une courbe de lactate sur un graphique, on prend le point le plus haut à la fin du test, on le relie pour faire simple au premier seuil ou le point juste avant la première augmentation de 0,4 au-dessus de la baseline. D'après si je me souviens bien, c'est la définition. Tu tires une droite et ensuite tu regardes le point de la droite où il y a la distance la plus grande entre la courbe et cette droite. Tu prends la perpendiculaire à cette droite et c'est ça qui te donne ton Dmax modifié. De ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu tester, c'est clairement la méthode, à mon avis, qui a le plus de sens et qui Mhm. correspond aussi le plus aux valeurs qu'on peut voir sur des puissances critiques ou d'autres manières de mesurer le seuil 2. Pour le seuil 1, on n'est pas loin. Je suis un poil plus aventurier, on va dire, avec je pense 0,5 au-dessus de la baseline. Donc, c'est un Ouais. petit peu plus haut. Par contre, je recommande toujours de jamais être au cul du premier seuil pour s'entraîner. Donc, on va toujours se donner une petite marge. On va Ouais. plutôt être à 90% ou en dessous. Donc, au final, je pense que nos recommandations d'entraînement sont plus ou moins les mêmes. On a juste un point de repère qui est légèrement différent. Ouais, puis ça, c'est intéressant aussi par rapport justement, l'intensité qui est à zone 2 finalement, parce que c'est le genre de questions, je pense que tu as eu toi-même, Inigo San Milan, sur ton Mhm. podcast, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Puis il va toujours nous dire, ah, c'est le plus proche possible sans le dépasser ou quelque chose comme ça. Là. Mais t'es comme, OK, mais c'est quoi ça? C'est quoi l'intensité? Puis moi, justement, ma zone 2, j'essaie de la mettre, dans le fond, de 90 à 100% du premier seuil. Donc, t'es Mhm. vraiment assez proche quand même Ouais. du seuil. Puis après ça, je le calcule justement avec les allures ou la puissance. Puis après ça, je prends les FC qui correspondent à ça, parce que c'est pas nécessairement 90% de ta FC au seuil qui va être le début de la zone. Selon la C'est ça. fente de ta FC, ça peut changer un peu d'une personne à l'autre. C'est Puis moi, juste. c'est ça que j'utilise. Après, est-ce que c'est la bonne chose? Puis, je vais pas dire aux gens cours le plus proche possible. C'est vraiment dire ta zone 2, c'est ça. Fait que si tu vises à peu près le milieu, tu devrais être environ à 5% de ton premier seuil, ce qui est selon moi quand même assez de marge. Puis pratiquement, quand tu t'entraînes, c'est réaliste de faire ça comme séance. Là. Parce que plus Mhm. serré que ça, ben, ça devient 2 battements cardiaques, là, c'est presque impossible. Là, ou trois Ouais, il battements, mais suffit ouais, qu'il y ait un peu de soleil et c'est fini. exact. Fait que c'est quand même, moi, c'est 90% du premier seuil qui te donne vraiment la limite zone 1, zone 2. Parce qu'encore une fois, c'est le genre de choses que sur un système de, on va dire, 5 zones, ben, c'est un peu l'élément qui est un peu arbitraire. C'est quoi la différence entre zone 1 et 2? Qu'est-ce qui est facile ou récup, puis qu'est-ce qui est vraiment endurance fondamentale? Mhm. Puis après, ben, moi,
la zone 4, comme j'ai dit tantôt, c'est 97 à 102. Fait que je me permets quand même d'aller un peu au-dessus Ouais. en me disant que ça tient compte après un peu de la dérive. Mais si sur une séance de seuil, tu es déjà dans le top de la zone 4 de FC sur ton premier intervalle, tu vas sûrement trop vite. Là, tu sais. Ouais. Tu as parlé de ouais, ce point qui est toujours intéressant, c'est quelle est la démarcation entre la zone 1 et la zone 2. Et techniquement, d'un point de vue physio, il y a pas de zone, hein. On a des domaines d'intensité, on a un seuil 1, on a un seuil 2. Ce qui se passe en dessous, ce qui se passe entre les deux, ce qui se passe en dessus. Et si on veut être pointilleux, on peut parler du domaine extrême, qui est en général sur des efforts de moins de 2 minutes, hein, à peu près. Lorsque l'effort est tel que la fatigue périphérique ne nous permet même pas d'exprimer une VO2, une VO2 pic. Mais au niveau des zones, c'est vraiment, ça dépend du modèle que tu utilises et presque chaque coach va avoir son modèle de zone. Alors peut-être que tu as 5 coachs qui bossent tous avec des modèles à 5 zones, mais chaque personne aura un pourcentage légèrement différent sur comment tu places tes différentes intersections de zones. Ouais, c'est ça. Puis je pense que le classique, souvent, c'est même 105%, ça commence à zone 5, mais à Mhm. 105% de ton seuil, il faut que tu es quand même vite. Là. Fait que je me dis, là, tu passes moins de temps en zone 5, donc l'entraînement a l'air moins polarisé juste à cause de ça. Puis après, moi, j'ai aussi, tu sais, j'ai 5 zones de fréquence cardiaque, mais j'en ai 7 pour les allures et la puissance, finalement. Fait que une Mhm. zone supra-maximale comme anaérobique, si on veut, pour la zone 6, puis une zone de sprint, on va dire neuromusculaire carrément pour la zone 7. Là. Fait que je pense que c'est un peu le meilleur. Puis tous les systèmes, après, tu peux quand même faire des parallèles. Là. Je pense qu'en travaillant avec des entraîneurs, des fois, de différents, qui ont différentes philosophies, il y en a qui vont regrouper zone 1 et 2 dans une zone commune, puis pas de problème, c'est juste un peu mêlant après, parce que quand tu parles de zone 2, tu n'es plus dans ce que la plupart des gens considèrent la bonne zone 2. Là. Mais je pense que c'est vraiment propre à chaque personne de prendre ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il faut à un certain point, c'est quand même important, puis c'est une question de fun, puis c'est fun que tu poses ça, parce que justement, moi, c'est la chose avec Inigo San Milan qui m'énerve le plus, c'est à chaque fois qu'il parle de sa foutue zone 2, il ne veut pas nous dire concrètement, là, quand tu envoies tes cyclistes faire une longue sortie en zone 2, c'est quoi le range, c'est quoi, tu sais, je pense que c'est plus fréquence cardiaque aussi, donc ça, c'est quand même, ça fait du sens, mais à quel point il les amène à être proches de la zone 2, on ne sait pas. Ben, du premier seuil, on ne sait pas. T'sais. Ouais, je dirais, ayant écouté beaucoup de son contenu, certainement, tout comme toi, Ouais. notamment les conversations qu'il a eues avec Peter Attia sur son podcast à lui, il semble quand même qu'il y ait vraiment ce paramètre euh, de charge respiratoire, alors assez légère, hein, mais qui soit quand même présent. Et ça, c'est une distinction que j'ai pu voir avec d'autres personnes qui parlent de l'endurance fondamentale et de ce que tu devrais ressentir durant ton endurance fondamentale. Il me semble en tout cas, et après c'est toujours difficile à dire parce que si on parle d'un débutant et si on parle d'un cycliste Mm. professionnel, c'est pas le même animal, donc c'est pas nécessairement la même chose. Mais de mon point de vue, et je serais intéressé d'avoir le tien, si tu sens une petite charge respiratoire lors d'un effort continu, à mon avis, tu es sûr, voire un petit peu en dessus de ton premier seuil. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais après, ben, je pense que oui, mais c'est dur. Moi, honnêtement, le premier seuil, je trouve que c'est hyper dur aux sensations de le trouver, là, je trouve. Ouais. Fait que je suis pas certain, parce que moi, des fois, justement, je fais moi, j'aime ça le demi-train, en fait, là, quand tu essaies d'être vraiment comme proche de ton premier seuil sans te dépasser. Puis, tu sais, je sais pas, niveau respiratoire, c'est quand même. C'est pas comme vraiment un footing facile, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même une Ouais. différence. Là. Fait que je sais pas. Honnêtement, moi, le premier seuil, si j'ai pas fait un test de lactate, là, j'ai la difficulté tu sais, à vraiment dire au feeling que je suis au-dessus ou pas. Là. Fait que, tu sais, oui, théoriquement, tu as une augmentation de ventilation dès que tu le dépasses. Donc, au feeling, on devrait être capable de l'apercevoir. Mais moi, personnellement, le deuxième, c'est évident, là, tu hyperventiles, Hmm. puis tu le remarques tout de suite. Mais le premier, même tout ce qui est être capable de parler ou ces trucs-là, c'est un peu. Je pense qu'il faut faire un test physiologique pour avoir une meilleure idée de ce que c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. On a parlé beaucoup jusqu'à maintenant du travail ou du rendu externe, de l'output, de la vitesse, la puissance. Et on a bien sûr le travail interne ou la charge interne qu'on peut mesurer au niveau physio, fréquence cardiaque, lactate et autres. Qu'est-ce que tu fais de la perception de l'effort? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, que tu trouves important? Oui, mais c'est pas avec tous les athlètes, là, mais je pense de plus en plus, j'aime ça quand les gens peuvent l'entrer dans leur séance. Hmm. Maintenant, en plus, je pense que en tout cas, les montres Garmin, on peut l'entrer directement après la séance, donc au moins, tu as une valeur qui est t'es on the spot quand tu sauves l'activité. Parce que la prendre, a posteriori, des fois, c'est OK, mais OK, j'ai oublié de mettre celle d'hier, t'es mis après, OK, je me sentais comment, c'est-tu dur, c'est pas dur. Fait que, j'aime quand même avoir un suivi comme ça, puis des fois, même avoir le suivi, vraiment, tes RPE séances, d'avoir.
en plus de la charge d'entraînement plus quantifiée avec le système plus classique là, par rapport au seuil, là, puis Mhm. fitness, form, fatigue, tout ça, Mhm. avoir un RPE séance, je trouve que c'est quand même intéressant aussi. Mais encore une fois, ça implique les athlètes entre leur RPE pour chacune des séances qu'ils font. Puis ça, c'est pas nécessairement facile d'avoir cette assiduité-là dans la mesure. Mais oui, au moins après pour les séances, justement, quand tu fais une séance de seuil où tu as prescrit, on va dire, 10 ou 12 fois 1 kilomètre au seuil, si la RPE c'est 9 sur 10, ben, c'est peut-être pas la bonne intensité. Là. Fait que c'est là qu'il faut vérifier. Puis c'est ça que un des éléments qui est le fun avec Interval, c'est que tu peux mettre vraiment le calendrier côté personnalisé. Puis tu peux Mhm. avoir les séances basées sur les couleurs basées sur la RPE. Fait que dans le fond, dans le Mhm. calendrier, tu vois tout de suite les séances qui sont en rouge. Puis quand c'est en rouge, ça ne devrait pas être en rouge, ben, tu poses des questions, là, parce que Ouais, c'est ouais. c'est pas censé. Là, Ouais, exactement. Je pense que c'est une très très bonne manière de procéder et ça permet aussi pour ceux qui se connaissent un petit peu mieux et qui s'écoutent, de s'autoréguler. Parce que si tu avais planifié une certaine allure ou un certain wattage, mais que ce jour-là, tout est dans les chaussettes, eh ben, peut-être qu'il faut des vitesses ou des allures beaucoup moins importantes pour atteindre le même RPE et peut-être la même fréquence cardiaque. Ouais, puis ça pourrait être bon aussi, je pense, c'est pour de le prendre pendant les tests incrémentaux aussi. C'est pas quelque chose que je fais nécessairement, Mhm. mais là, on en parle, puis j'y pense, puis je me dis, pour avoir un peu la référence de l'athlète aussi, parce que certaines personnes, ils font même un footing, puis c'est dur, là, puis d'autres pour qui ça a l'air facile. C'est propre à chacun, puis c'est pour ça que la RPE séance fonctionne, parce que tu compares vraiment avec tes propres séances, puis c'est aigu par rapport à chronique, mais en même temps, certains athlètes qui vont peut-être te dire que c'est tout le temps 4 sur 10, même quand c'est super facile. Là, et d'autres Ouais, qui vont dire que c'est 3 sur 10 quand ils sont en bloc. Là. Fait que c'est un peu. Des fois, c'est dur à interpréter. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut après poser des questions. Puis c'est un peu ça, je pense. Les données sont là pour nous aider à poser les bonnes questions puis à poser les bons ajustements. Mais c'est pas, on n'est pas, c'est pas des machines qu'on entraîne. c'est ça. Et c'est marrant de penser qu'on verge encore une fois, David. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je t'ai posé la question sur la perception, et je reviendrai sur mon constat un petit peu après. Quand j'avais commencé à faire les tests il y a de ça 3 ans et quelques, je crois que j'utilisais pas du tout le RPE, je le prenais pas du tout en compte. Non, on est là pour faire un test objectif avec des mesures objectives. Mais après, il y a notamment le livre, je pense que tu l'as lu, de Alex Hutchinson, Endure, Ouais. où l'aspect psychologique ressort vraiment très très fort de ce bouquin, j'ai trouvé. Et le fait qu'on ne peut pas dissocier en fait nos performances physiques de notre état mental et de ce que ça implique en termes de perception. Notre perception, c'est notre réalité. Donc, j'aime bien dire qu'il n'y a rien de plus objectif que le subjectif, parce que c'est véritablement ce qu'on perçoit de notre monde et notre environnement. Ce qui fait qu'après un temps, j'avais rajouté la mesure de RPE pendant les tests. Et maintenant, je demande 3 mesures de RPE sur chaque palier. Je demande OK. un RPE jambes, un RPE respiratoire et un fatigue globale. Et ce que Mhm. j'ai trouvé de manière générale, c'est que pour quelqu'un de débutant qui manque simplement d'entraînement et d'intensité, le RPE global va souvent être assez haut, donc entre guillemets limitant si on veut l'appeler comme ça. Mhm. Si le RPE respiratoire est un petit peu plus haut que les autres, souvent c'est des gens qui ont de la peine avec la respiration et parfois l'entraînement respiratoire peut être très intéressant pour eux. Le RPE jambes qui est en dessus, c'est entre guillemets normal, c'est là où tout le monde se retrouve un petit peu une fois que les choses sont égalisées. Et la raison pour laquelle je te posais la question tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé sur mes tests que le niveau et le type d'athlète va avoir une influence sur le RPE au seuil. Ce que je veux dire par là, c'est que le seuil 2, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus clair que le seuil 1, hein, c'est beaucoup moins ambigu. Entre 7 et 8 sur 10, 95, 95%, 98% des gens qui passent le test, ils sont au seuil 2, à peu de choses près. Mais pour Mhm. le seuil 1, ça varie grandement. Ça varie en général entre 2 et 5 sur 10. Donc, Ouais. et plus le niveau est élevé et plus le RPE au seuil 1 va être élevé. C'est ce que j'ai pu constater, que des gens plus entraînés vont avoir une perception d'effort beaucoup plus élevée. Alors, bien entendu, c'est des valeurs absolues qui sont beaucoup plus hautes aussi, et relatives à leur seuil 2 aussi, qui sont plus hautes que des débutants. Mais donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou que tu as vu, où en gros, Mhm. le seuil 1 pour une personne très entraînée est plus dur, entre guillemets, que pour une personne débutante. Ouais, puis c'est ça aussi qui fait qu'après, quelqu'un qui est débutant, il faut un peu le convaincre de courir plus lentement que son premier seuil, Ouais, parce qu'il a tendance à aller toujours en zone 3 puis parce que c'est facile. ouais, Puis il y a quelqu'un de élite à un certain point, c'est de se poser la question, est-ce qu'on devrait faire des séances où on s'approche plus de ce seuil-là finalement? Parce qu'il y a beaucoup de ouais. gens, à un moment donné, quand ton premier seuil s'est rendu 3,50 par kilomètre ou des trucs quand même plus rapides, ben c'est pas tous les footings qui vont être proches de ça. Puis c'est
c'est presque automatique. Tu n'as pas à les convaincre de courir plus lentement que ça, ils le font déjà. Mais Mhm. après, c'est de voir, ben, est-ce qu'on a fait une séance dans la semaine ou deux où on va cibler vraiment ce premier seuil-là, donc la zone 2 spécifiquement. Puis c'est là que ça devient, c'est vraiment très différent, je trouve, comme discours, comme interprétation, là. Je pense que les débutants, c'est ça, il faut les convaincre de ralentir. Puis quand ils le font, ça fonctionne. Souvent, les progressions les plus belles, c'est chez les débutants que tu as convaincu de faire vraiment la zone 2, ça implique des fois de même marcher, d'alterner course et marche Ouais. pour le premier seuil, mais au final, c'est ça qui fait, je pense, les plus belles progressions aussi. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Et tu es toujours meilleur, ou tu progresses toujours plus vite sur des choses où tu t'es jamais entraîné ou peu entraîné. Mhm. Et très souvent, comme tu l'as dit, cette basse intensité pour les gens qui en ont jamais fait, c'est presque magique, des fois un petit peu trop même. Ouais. Ouais, puis il y Et a ça, tu sais, je pense la zone 2, puis je pense même, on parlait d'Inigo San Milan, tantôt, je pense qu'il est allé faire des podcasts, parler de zone 2, puis il est comme, OK, on fait aussi la zone 4, là, il n'y a pas que de la zone 2, là, tu sais, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment différent d'un athlète à l'autre. Je pense que les débutants, c'est hyper important pour eux de se forcer à être en dessous. Mais je pense aussi qu'il y a un intérêt pour les athlètes plus entraînés de vraiment essayer de faire plus de séances ou de s'approcher de ce seuil-là sans le dépasser, là. Ça mm, peut être de différentes façons, là, que ce soit dans des longues sorties plus spécifiques. Même, il y en a qui le font sans s'en rendre compte. Tu sais, le fameux pace marathon plus 30 secondes par kilomètre, c'est pas mal ton premier seuil, tu sais, généralement, là. Fait qu'il y a quand ouais. même des choses qui ont été faites depuis longtemps, qui ne sont pas nécessairement basées sur la physiologie, mais qu'au final, le sont sans nécessairement le vouloir. Est-ce que tu vois un intérêt, pour revenir un petit peu à quelque chose que tu avais dit plus tôt sur le fait de manipuler les temps de travail et temps de repos pour appliquer un certain stimulus, est-ce que tu vois un intérêt à du travail intermittent de basse intensité ou disons on va en zone 3 pendant un petit moment, ensuite on redescend en zone 2? Est-ce que tu vois un intérêt de ce genre de travail comme on pourrait le voir sur une séance over-under au seuil 2 ou des choses comme ça? Moi, pour la basse intensité, je mets plus vraiment, encore une fois, tu vraiment premier seuil, mais on va dire comme carrément 95% de ton premier seuil. Puis après ça, on va dire les 9 minutes avec une minute vraiment plus facile. Puis c'est juste pour être sûr qu'on ne le dépasse pas finalement. Tu sais, parce Hmm. que même si. Donc, d'aller dire on s'approche encore plus de ce seuil-là, mais on ne le dépasse pas. Fait qu'on on fait quand même des pauses pour être certain que ce soit respecté. Puis même des séances, des fois, nous au travail, on a un tapis roulant qui va en descente. Donc, je Hmm. faisais finalement des footings, si on veut, vraiment zone 2 en descente. Mais là, je faisais aussi une minute moins rapide par 10 minutes juste pour être sûr que, parce que c'est en descente, tu sais à quel point ta fréquence cardiaque a fait encore avec tes ondes, puis à quel point tes fibres rapides n'embarquent pas plus tôt parce que c'est en descente, tu sais. Juste pour être sûr que la FC puis que le lactate, s'il devait monter, peut redescendre. Là, je faisais un peu d'intermittent, mais quand je fais ça, ça reste vraiment zone 2, mais on peut dire à la limite exactement le premier seuil, mais des petits repos pour être sûr qu'on ne le dépasse pas. Donc, mais zone 3, zone 2, ça, c'est pas vraiment quelque chose que je vais donner. Je suis obligé de demander parce que quand j'entends parler de nouveaux jouets, j'ai tout de suite d'autres protocoles de test qui me viennent en tête. Est-ce que tu as déjà fait un protocole lactate sur plat et ensuite exactement avec la même personne, exactement avec les mêmes paliers en descente et un autre en montée? Non, on n'a pas fait Ok. ça, mais tu sais, je sais que pour avoir mesuré sur moi-même, comme je dis, je pense que ça semble faire du sens quand même les valeurs de lactate. Tu sais, quand la FC ne dépasse pas pour moi 150, généralement, je suis quand même au premier seuil, tu sais, en bas du premier seuil. Mais justement, quand je descends longtemps, si je descends assez longtemps, tu sais, pour que je commence à sentir la fatigue musculaire, là, ça se peut que le lactate monte un peu, tu sais. Hmm. Mais on n'a jamais fait un test, disons, incrémental en descente. Ce serait quand même compliqué, je pense. La vitesse max serait assez impressionnante, je pense. Puis, Ouais. mais on a quand même fait des tests avec des athlètes aussi en vue d'éventuels entraînements en descente dehors, de vérifier en fait les seuils de FC par rapport à la tête. Puis ça fitait quand même assez bien sur des paliers, on va dire, de moins de 10 minutes. Très intéressant. Pour revenir sur le paramètre entraînement et les différentes intensités, donc tu as parlé de comment tu places ta zone 2 et qu'est-ce que tu prescris comme travail. On a parlé un petit peu de travail de seuil. Pour toi, quelle est la place d'entraînement de type zone 3 et de type zone 5 dans une préparation trail? On va rester sur le trail pour être plus spécifique. Ouais, ben tu sais, moi j'aime mieux, disons, justement, des entraînements où c'est intermittent, puis finalement l'allure est plutôt en zone 4, ce Mhm. qui va impliquer que la fréquence cardiaque reste dans zone 3 beaucoup, là, tu sais, mais ça Mhm. reste. Donc finalement, de faire des allures en zone 3, ça, j'essaie d'éviter ça, même si c'est l'allure de compétition, finalement, puis c'est ça le plus spécifique. En tout cas, on va dire, à moins de faire plus de 100 km, généralement, tu es quand même en zone 3, en tout cas de fréquence cardiaque pendant les compétitions. Donc, moi, c'est vraiment plus d'aller, puis de plus en plus, zone 4 plutôt que zone 5, donc de faire des séances plutôt où l'allure est vraiment autour du second seuil.
Puis ce qui veut dire que la fréquence cardiaque, disons, sur les fins de répétition ou au moins à la fin de la séance, va être aussi en zone 4. Mais après, j'aime quand même justement faire des trucs plus vite mais plus courts. Donc au final, finalement, c'est de polariser les allures, mais de Mhm. garder les fréquences cardiaques plus pyramidales, si on veut. Fait que c'est Ok, un peu très ça. intéressant. Ouais, Ça, ouais, vas-y. ce à quoi tu m'as fait penser quand tu as dit justement allure en zone 4 et fréquence cardiaque en zone 3, c'est un petit peu pour moi en tout cas ce qui ressort quand on fait un seuil classique et un seuil norvégien. Dans le sens où le seuil norvégien, on fait des 400 par exemple sur 2 minutes. On va avoir une allure qui est plus importante que si on faisait des blocs de 8 minutes ou de 10 minutes. Mais au final, l'effet en lui-même est similaire. Donc là, on parle, si je te comprends bien, on parle un petit peu de la même chose. On fait, si on peut, après on commence à se mélanger les pinceaux, mais si on ose parler comme ça, on fait du travail tempo, mais à une allure plus importante. Exact. Puis c'est ça que je pense qu'il est des fois compliqué pour les gens à saisir, mais même les 40 secondes en montée que les Norvégiens font aussi, là, c'est carrément, en tout cas, à mon avis, c'est au moins la VMA. En fait, disons, c'est en montée, donc c'est pas nécessairement l'allure VMA, mais c'est l'équivalent en plus serait la VMA, au moins. Ouais. Puis au final, la fréquence cardiaque, c'est de la zone 4 généralement, peut-être à la fin de la séance. Mais encore une fois, là, je pense que ce qui est important, on parle de lactate aussi, c'est que tes fibres rapides vont le produire, le lactate, là. Dans le muscle, le lactate, il va être sûrement très élevé, mais c'est tes fibres lentes qui vont le réutiliser pendant les récup. Moins pendant l'effort, en fait. Puis c'est ça, je pense, qui est important, c'était le transport de la tête entre les fibres musculaires. Puis c'est le genre de choses que, tu sais, on n'a pas. Il n'y a pas énormément d'études sur les adaptations à l'entraînement, mais ça, on le sait que pour le transport du lactate, puis c'est des études plus sur des souris, fait que on espère que ça s'applique à l'homme aussi, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans ce cas-ci précisément. On sait que ce n'est pas la quantité totale de lactate qui fait que le transport est plus rapide, mais c'est vraiment le gradient. T'sais. Mhm. Donc, d'avoir beaucoup de lactate dans la fibre rapide au moment où la fibre lente en a moins, donc sur des intervalles, on va dire, intenses mais courts, ben ça, c'est un intérêt vraiment pour que ce lactate-là soit transporté d'une cellule à l'autre. Puis, théoriquement, puis ça, c'est montré justement, encore une fois, sur les études avec des souris, que c'est vraiment en ayant une vitesse de transport, en fait, une vitesse de transport élevée entre les cellules qui va stimuler la production de transporteurs, en fait. Ça, on le Mhm. sait, en fait. C'est quand même. Puis, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait, dans la littérature scientifique qui nous dit vraiment, OK, on sait c'est quoi le stimuli qu'on a besoin euh, pour avoir l'adaptation. Maintenant, comment on prescrit l'entraînement pour avoir ce gradient-là? Là, c'est vraiment, ben, c'est là que la partie artistique, si on veut, du coaching entre en jeu, parce que même si on se dit, OK, ben, ça prend des trucs plus courts et plus intenses avec des repos, ben, on ne sait pas exactement c'est quoi la meilleure formule pour ça, puis on ne le mesurera sûrement jamais, parce que là, on ne peut pas faire un protocole avec une mesure de la carte spécifiquement dans la fibre, là, on ne peut pas Ouais. prendre des biopsies à plusieurs moments pendant un intervalle, là, c'est impossible. Ouais, c'est ça, ça devient compliqué comme tu l'as dit, de quantifier le changement de cette densité de transporteurs. Est-ce que c'est les transporteurs que tu as changés? Est-ce que c'est d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte dans ce transport de lactate? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions extrêmement intéressantes, à mon avis, à ce niveau-là. Parlons un petit peu plus de ce gradient de lactate. Donc, comment faire en sorte que le gradient soit plus important? Alors oui, il faut une charge de lactate importante qui soit présente hein, pour avoir ce haut, si on veut bien. Mais le bas, comment tu fais en sorte que ta fibre lente, elle veuille prendre le lactate? Est-ce que c'est une histoire de ne pas trop la fatiguer? Est-ce que c'est ne pas l'avoir trop surchargée avant ou lui donner l'opportunité justement de recycler ce lactate? À ton avis, comment est-ce que tu le vois, ce gradient? Ouais, ben c'est pas évident. Moi, je me dis que justement, si on tient compte, si on a la fréquence cardiaque, finalement, donne une idée du lactate dans le sang, mais théoriquement, les fibres blanches ne doivent pas être trop loin de ça aussi, là. Fait que moi, je me dis, si ta fréquence cardiaque peut descendre jusqu'en zone 2, ben, théoriquement, tu l'as clearé quand même pas mal, là. Fait que, je pense que c'est aussi de dire, ben oui, ta FC, elle dépasse pas nécessairement elle se rend pas en zone 5 sur l'intensité, mais si en plus ça peut redescendre jusqu'en zone 2 sur la récup, ben là, d'après moi, tu vas chercher un gradient plus élevé. Mais ça, c'est encore une Hmm. fois, c'est pas sûr, là. Peut-être que finalement, du travail long au seuil, c'est l'idéal parce que là, ta fibre rapide en produit quand même sûrement un peu plus, puis ta fibre lente utilise beaucoup. Fait que, c'est dur de dire c'est quoi la meilleure formule, mais je pense qu'en allant sur des trucs plus courts et plus intenses, même si tu n'as pas un gradient plus élevé, peut-être que je me trompe et que ça ne marche pas, ben, au moins tu as la stimulation neuromusculaire qui est plus importante, puis tu as une allure qui va être supérieure aux allures de compétition. Fait que tu as quand même un autre bénéfice, je pense, qui est là. T'sais. Fait que je pense que oui, le gradient est important, mais encore une fois, c'est dur de dire est-ce que c'est vraiment plus efficace de faire
des trucs vraiment courts. Moi, j'ai l'impression que oui, mais encore une fois, c'est basé sur un feeling qui est pas nécessairement supporté par des évidences scientifiques, là. Mais je me dis, encore une fois, le classique 40 secondes en montée, qui est pas, c'est pas un sprint, mais on est quand même dans un effort, disons, contrôlé, vraiment intense. Puis une 20, on va dire, de récup, comme ça, c'est sur 2 minutes, c'est comme facile à entrer dans une séance. Puis je pense que c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. J'adore le fait que tu aies parlé du côté artistique, de l'art du coaching, et on retrouve vraiment ces deux versants dans cette conversation, et notamment dans ce que tu viens de dire, avec vraiment ce côté rigoureux scientifique, on veut reproduire des protocoles, on veut mesurer des choses, mais après, au final, il y a tellement de paramètres à gérer. Tu as la charge métabolique interne, tu as la vitesse ou l'allure donnée, tu as la charge nerveuse, tu as la stimulation au niveau des différents types de fibres et leur recrutement. Et au final, tu as de l'athlète en question et son profil à lui. Est-ce que c'est quelqu'un de puissant? Est-ce que c'est quelqu'un d'endurant? Quel niveau? Pourquoi? À quel moment de l'année? Et on se retrouve en fait à devoir jongler avec tous ces paramètres et la bonne intersection de tout ça d'une manière qui va faire en sorte qu'on puisse s'entraîner, qu'on puisse progresser, qui au final laisse pas mal de champs libres si les gens sont prêts à tester des choses, à mettre parce que on a nos 3 fois 20 minutes au tempo, on a nos 5 fois 5 minutes avec une minute de repos au seuil, on a nos 4 fois 4 minutes ou nos 30-15 en VO2 max, mais au final, c'est tout des concepts arbitraires en termes Mhm. de durée, en termes de longueur, euh, mais on les retrouve tout le temps. Et au final, il y a de la place pour mettre des intervalles qui feraient 19 minutes 30 ou qui ferait une fois 40-20 et ensuite du 39-19. Rien nous force à rester dans ces paramètres-là. Ouais, puis des fois, il faut faire preuve d'imagination aussi, parce qu'on reste des fois dans des trucs qui sont très, on répète un peu ce que tout le monde fait, parce que déjà, ça a été, ben, soit que c'est utilisé ou que ça a été même comparé en recherche, mais des fois, il faut aussi se poser des questions. Euh, Parce qu'encore une fois, on parlait plutôt de le fameux 90% au-dessus du VO2. Ben, à 90% du VO2 max, ça devrait améliorer le VO2 max. Il n'y a pas vraiment d'évidence là-dessus. Mais si on voulait faire une séance qui maximise le temps passé à 90% du VO2 max, moi, je pense que le best, puis ça, c'est une des séances que j'avais que je trouve un peu plus innovante que j'avais créée, c'est de dire, ben, on commence l'intervalle vraiment plus vite, puis on réduit progressivement la vitesse. En fait, pas progressivement, mais exponentiellement. Fait que finalement, c'est Mm. des intervalles de 5 minutes qui sont 20 secondes très intenses, donc en zone 6. Après ça, 40 secondes, on va dire autour de la VMA. Après ça, deux fois ça, c'est une minute 20 en zone 5 à peu près au milieu. Puis après ça, un 2 minutes 40 pour finir le 5 minutes qui est juste au-dessus du seuil. Au final, tu as un 5 minutes qui est au-dessus de ton deuxième seuil, mais ta fréquence cardiaque va monter très rapidement. Ton lactate devrait aussi, dans les fibres rapides, monter très rapidement, mais après ça, ça se stabilise. Donc, tu as finalement un intervalle que l'intensité est réduite, mais l'effort, disons, perçu est stable ou même pratiquement décroissant. Puis ça, je pense que c'est le genre de choses. Si on veut stimuler, puis ça, il faudrait que je le mesure là, maintenant que j'ai mon VO2 master, le temps passé à VO2 max là-dessus, d'après moi, va être plus grand que des classiques, un 5 fois 5 minutes classique finalement. Euh, Ça se fait aussi sur piste en faisant 100 mètres, 200, 400 puis 800 sur Mm. des 1500. C'est le genre de séance qui est, je pense, intéressante. Puis encore une fois, euh, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dirait aux athlètes. Partez pas trop vite sur votre intervalle, parce qu'il ne faut pas casser, mais en même temps, peut-être qu'il y a un intérêt, en fait, même au niveau psychologique, parce que sur tapis roulant, quand tu fais ça, tu as l'impression qu'il faut que tu arrêtes, mais tu réduis un peu la vitesse, puis finalement, tu es capable de continuer encore 2 minutes 40 finalement. Fait que c'est quand même, je pense, une séance intéressante aussi, là. Mais au final, si tu as le bon justificatif pour le faire, c'est ça qui importe parce que c- Exact. au final, on pourrait dire que c'est une très bonne idée pour la raison que tu as mis en avant et on pourrait dire que c'est une très mauvaise idée pour l'envers du décor. Enfin, Ouais. et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que au final, c'est au coach de justifier son raisonnement. C'est pas vraiment la séance qui fait que c'est le bon choix ou pas. C'est le raisonnement derrière le choix de la séance qui te dit si on va dans la bonne direction ou pas. Ouais, puis on ne pourra pas toutes les tester. En fait, c'est ça. Si on attend que la science nous donne les réponses, on ne les aura pas. Puis je pense que c'est un peu aussi l'approche que certains chercheurs ont au travail au Québec avec Guy Thibault, là, qui est beaucoup sur les entraînements par intervalle, sur les modèles, en fait, là, de, pour un peu quantifier est-ce qu'une séance est difficile ou pas, ou est-ce qu'elle est Hmm. possible ou pas. Puis c'est justement d'aller dire avec le profil de l'athlète, de pouvoir dire, ben, si tu fais telle séance, tu rentres les paramètres, ben, ça va être possible, mais ça va être vraiment dur ou pas. Puis c'est là que tu peux, après, je pense, créer des séances qui sont pratiquement infinies. Parce que pour l'instant, on Ouais. s'en tient souvent à
ce qu'on connaît, puis on sait en fait l'athlète, si tu as donné 8 fois 3 minutes, puis que tu donnes 9 fois 3 minutes la semaine d'après, ben, la charge est plus élevée. C'est facile, mais après, de pouvoir amener de la variété, ça peut être intéressant, puis ça a aussi des effets négatifs aussi. Là. Moi, j'aime ça, les séances. C'est un peu redondant, je pense, mes programmes, parce que j'aime ça comparer les mêmes séances ou presque dans le temps. En même temps, pour un athlète, des fois, ils vont te le dire, OK, ça fait là, les répétitions d'un kilomètre là, au seuil là, pendant toutes les semaines, une après l'autre. Je pense qu'il faut. C'est là, encore une fois, que la portion plus artistique, même plus humaine du coaching entre en jeu, c'est de dire, ben, il faut. Oui, je pense qu'un bon entraînement en endurance, c'est un peu de monotonie quand même. Là. C'est pas la chose la plus stimulante au monde. Là. Mais il faut quand même essayer de garder des fois des séances un peu plus spéciales juste pour changer on va dire le mal de place. Bah, c'est peut-être ça en fait. Et je rigole parce que j'opère exactement comme toi. Cette régularité te permet d'avoir un point de repère en fait et de comparer cette même séance d'un mois en un mois ou d'une semaine en une semaine, ou même entre ce cycle d'entraînement et le cycle suivant ou une année plus tard. Et donc, c'est toujours plus facile. C'est, ouais, comme tu l'as dit, peut-être moins engageant pour ceux qui sont addicts à la variété et la variété pour la variété, qui, à mon avis, est un problème du monde actuel, quoi qu'il arrive. Ouais, Mais peut-être de garder un équilibre entre les deux où tu sais que tu as, en gros, tes séances clés ou que tu vas répéter qui sont toujours là, qui font partie intégrante du programme. Et peut-être que tu as des séances un petit peu plus abstraite, un petit peu plus créative, un petit peu différente, où le but, c'est peut-être d'explorer, c'est d'avoir, voilà, simplement changer un petit peu cette monotonie et au final avoir un petit peu des deux, parce qu'on n'a pas forcément besoin de choisir entre soit c'est tout le temps la même chose, soit c'est tout le temps différent. ouais. Exact. Puis je pense que ça dépend des athlètes aussi. Il y en a qui sont parfaitement corrects avec de faire la même séance toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Là, tu sais. Mais c'est là aussi, je pense que d'amener différents stimuli dans la même séance, c'est de dire ben, pourquoi pas combiner deux types de stimuli dans la même séance pour justement, des fois, moi, je faisais souvent avant même des répétitions plus courtes, puis je mettais un tempo à la fin, tu sais, un Mm. intervalle qui est des fois même un peu de la zone 3 finalement. Puis, tu sais, je me disais, ben, je suis pas convaincu que ça marche, mais au moins la première moitié de la séance, je suis convaincu que c'est bon. Puis la deuxième, ben, au pire, ben, je perds un peu mon temps, mais c'est quand même quelque chose qui va être fait. Tu sais. Fait que c'est un peu de combiner des efforts plus prolongés, mais après des efforts intenses. Encore une fois, je pense que l'idée, c'est de fatiguer un peu les fibres rapides pour que ton tempo, finalement, soit plus aérobique, si on veut. Ouais, c'est intéressant. Et là aussi, je pense qu'il y a tout à faire parce que tout ce qui a été étudié en termes de protocole, c'est sur un type de protocole, un type d'intervalle, et ensuite de mélanger les séances. Alors, c'était déjà infini avant, mais deux fois, je vais dire, c'est deux fois infini maintenant pour les gens. Les Ah. gens qui aiment bien les maths, ils vont pas être contents avec moi, mais c'est pas grave. Euh, Bon, tu me diras deux fois l'infini, ça reste l'infini. Ouais, Donc c'est assez simple de ce côté-là. Mais j'aime cette idée aussi oui, de combiner les différents simus. Je pense que, et je serais intéressé de savoir ce que tu penses, au début, pour peut-être les coachs qui sont moins expérimentés, et même les sportifs qui sont moins expérimentés, peut-être qu'au début, c'est en faire un petit peu trop, d'essayer de tout combiner parce que tu n'as ouais. pas encore assez de repères. Mais peut-être qu'une fois que justement tu as tes repères, maintenant, c'est le moment d'aller chercher un petit peu plus loin et d'essayer des choses un peu extravagantes, peut-être. Ouais, puis ça, puis justement, essayer de sortir un peu. Puis ça qui est difficile des fois de sortir de ce que les autres font, en fait, c'est d'essayer de se poser la question. On part à zéro, là, l'entraînement, tu sais, parce qu'en fait, c'est ça, on fait des intervalles parce qu'on on sait que ça fonctionne, mais en même temps, est-ce qu'il y a des formats qui seraient, tu sais, qu'on a, qu'on n'a pas pensé qui seraient vraiment meilleurs? Tu sais, est-ce qu'on devrait faire tu sais, changer les durées puis les ratios pendant la séance, du début à la fin, puis tu sais, des trucs comme ça. Puis tu sais, on essaie des fois des choses, puis au final, tu te rends compte, ben, c'est juste très compliqué pour rien, puis l'athlète, ben, tu sais, il sait plus. Tu sais, si c'est tu commences par des 40-20 qui deviennent 39-21, puis 38-22, tu sais. Oui, c'est beau là, sur papier, mais concrètement, si c'est pas ce que tu montres, tu pourras pas suivre. Là, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Il y a une citation qui me vient de. Ah, j'oublie. C'est la deuxième fois que je parle de lui et que je me rappelle plus de son nom. Ido Portal. Voilà, tu vois qui c'est? Non. Un gars qui a bossé avec Conor McGregor il y a plusieurs années sur tout ce qui est m- movement is a shitty word. I mean, it's too simplistic. Mais on va dire l'exploration de mouvements très, très Hum, libres en termes de position corporelle, etc. Beaucoup dans les arts martiaux, dans la gymnastique. Et il a un concept qui est intéressant parce qu'il est assez transversal. Et j'y ai pensé justement quand tu parlais des intervalles et du fait que
des fois, c'est peut-être mieux de commencer avec des choses simples. On a le concept de isolate, integrate, improvise. Donc d'abord, tu isoles et tu essaies de comprendre les choses toute seule. Ensuite, tu les intègres dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et seulement une fois que tu as, en gros, appris les règles, ensuite, tu vas casser les règles et tu vas improviser et tu vas faire des choses qui sont complètement différentes à l'extérieur de ça. Mais je pense que pour le faire, alors tout le monde peut casser les règles, on est d'accord. Tout le monde peut sortir et inventer une séance et faire exactement ce Ouais, qu'ils veulent et en même temps n'importe quoi. Mais au final, la différence entre quelqu'un qui fait ça sur son premier entraînement et un coach qui prescrit ça sur son 10 millième entraînement, ouais. c'est que le coach, il a une idée pourquoi ça va certainement marcher ou qu'est-ce qui est intéressant à explorer là. Alors que si on n'a pas cette base de compréhension, si on n'a pas appris les règles dans un premier temps, on ne va pas nécessairement pouvoir interpréter ce qui se passe derrière. Ouais, ça, je pense qu'on pourrait résumer ça à dire qu'il faut être capable de justifier ce qui a l'air d'être n'importe quoi finalement. Si Exactement, sur il le faut. papier, c'est comme c'est n'importe quoi, ok, non, mais c'est pour ça qu'on le fait, ok, donc c'est plus n'importe quoi, là. Il y a une raison d'être à cette séance qui a l'air d'être sortie d'imagination complètement, là, tu sais. Et on en revient à peut-être un concept clé du coaching et de la planification, c'est que tu peux faire n'importe quoi, mais il faut pouvoir le justifier. Exactement, ouais. A raison de pouvoir le justifier. Un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, David, c'est celui de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un sujet dont tu traites beaucoup et tu comprends très très bien ce domaine. Donc pour ceux qui ne se sont jamais plongés dedans, et si tu devais l'expliquer en deux, trois phrases, qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Ben déjà, on ne s'intéresse pas à la fréquence cardiaque, mais à la variabilité. Donc, en fait, si ton cœur bat à 60 battements par minute, il y a une seconde dans chaque battement, mais ce n'est pas toujours une seconde. Cette variabilité-là, dans la durée entre chaque battement, nous renseigne en fait sur la régulation autonome du cœur, donc l'effet du système nerveux sympathique et parasympathique sur ton rythme cardiaque. Donc, quand on parle de sympathique, on est sur des trucs plus stressants. Donc, un stress devrait amener une variabilité qui est plus faible. Euh, disons, un état plus calme, parasympathique devrait amener une variabilité qui est plus élevée. Puis en fait, les outils maintenant, on s'en tient beaucoup à une seule valeur là, qui est en millisecondes, qui est le RMSSD. Hmm. Euh, Certains vont dire que c'est pas suffisant de s'en tenir à ça, mais c'est quand même vers ça qu'on s'en va. Puis moi, je pense que c'est quand même pratique d'avoir une valeur unique qui nous dit, ben c'est ça ton RMSSD. Puis c'est vraiment, encore une fois, plus c'est élevé, plus que ton système nerveux parasympathique a une influence forte sur le rythme de ton cœur. Hmm. Donc, ça ne tient pas compte, comme des fois, il y en a qui insistent là-dessus, c'est vraiment sur le cœur. Fait ton système nerveux parasympathique, ça ne veut pas dire qu'un tout stress va avoir un effet sur le cœur, mais théoriquement quand même un peu. Je pense que c'est vraiment un marqueur intéressant pour voir non seulement le stress de l'entraînement, mais les autres stress qui peuvent avoir un impact là, sur une personne. Ok, comment est-ce que on peut utiliser cette mesure? Déjà, comment est-ce qu'on la mesure et à ton avis, quels sont les meilleurs moyens de l'utiliser de manière concrète au jour le jour? Ouais. Ben déjà, la méthode classique de la mesurer, c'est le matin, tu te réveilles, tu mets une sangle de fréquence cardiaque, puis tu te recouches pour la mesurer pendant, on va dire, au moins 2 minutes. Idéalement, je pense que c'est plus 5 qu'on dit, mais en même temps, quand c'est trop long, je pense que c'est quasiment stressant pour la personne qui l'apprend parce que ça devient long. Et maintenant, il y a beaucoup d'outils qui la mesurent pendant le sommeil. Donc, que ce soit les bagues, là, dont Oura, les montres Garmin Coros maintenant, depuis, je pense, quelques semaines, la mesure la nuit aussi. Donc, il y a quand même de plus en plus d'outils qui la mesurent la nuit. Puis moi, mon avis quand même, c'est que la mesure nocturne est finalement peut-être encore plus intéressante que celle du matin parce que comme c'est déjà une moyenne sur une très longue durée, il y a beaucoup moins de bruit en fait dans tes valeurs. Alors que la mesure qui est prise le matin, si tu as une valeur aberrante, ça a un gros effet sur ta mesure. Puis Hmm. souvent, on va prendre même la moyenne des 7 derniers jours. Mais là, les 7 derniers jours, selon ton entraînement, ben, c'est pas très utile, en fait, à mon avis, au day-to-day d'avoir une valeur sur 7 jours. Puis, mais bref, on fera pas le. Je pense que dans un monde idéal, on aimerait savoir une mesure. Pour moi, en tout cas, j'aime mieux les mesures nocturnes pour la chirurgie, mais ça, c'est vraiment. Il n'y a pas encore de littérature scientifique vraiment qui nous démontre ça. Nous, on a des projets en cours qui vont quand même dans le sens où c'est au moins aussi pertinent que la mesure du matin. Puis encore une fois, c'est une question, je pense qu'il y a peut-être moins de bruit dans la donnée, en fait. Parce que le matin, sur un 2 minutes, si tu as fait un mouvement puis que la fréquence cardiaque a enregistré une variabilité qui est un peu différente, ben, l'effet sur ta valeur de RMSSD va être assez grande. Alors que sur la nuit complète, déjà, théoriquement, c'est pendant que tu dors que ça le mesure, donc c'est quand même dans un état assez contrôlé. Après, on se fie quand même à ce que ta montre est capable de savoir quand tu dors et quand tu dors pas, ce qui est déjà un peu, qui n'est pas nécessairement vrai non plus, mais au moins tu es couché sur le dos dans un état quand même calme. Euh, Fait que moi, j'ai mis la mesure de nuit. Puis après, comment qu'on l'utilise? Ben, il y en a qui vont l'utiliser vraiment au jour le jour pour dire ben, si ta valeur est
trop basse, ben, tu fais pas l'intervalle, tu fais plutôt de la basse intensité. Parce qu'on sait quand même que généralement, un entraînement justement qui est sous le premier seuil devrait amener plutôt tes valeurs à augmenter, puis un Mm. entraînement qui est intense devrait plutôt l'amener à baisser. Donc, c'est un stress. Puis après ça, l'idée, c'est vraiment de dire, ben, selon tes réponses, tu peux ajuster l'entraînement. Puis moi, je vois, euh, sans dire que c'est au jour le jour, c'est plutôt de dire, ben, un athlète, par exemple, qu'on donne 2 jours d'intensité dans la semaine. S'il répond bien à ça, puis que ses valeurs ne baissent pas trop après les séances d'intervalle, ben, on peut commencer à considérer est-ce qu'on en met une troisième intensité, est-ce qu'on met plus de volume d'intensité, est-ce qu'on met des intensités plus élevées. Donc, c'est vraiment après de dire ben, comment on joue euh, sur la planification d'entraînement pour voir l'effet. Parce qu'en fait, on veut quand même qu'il y ait un stress, idéalement, je pense, sur l'athlète, mais il ne faut pas qu'il soit trop grand. Puis là, comment on quantifie qu'est-ce qui est trop grand ou pas? Ben, des fois, c'est après de faire le lien entre les valeurs de HRV, le ressenti, puis les séances. Mais souvent, je pense qu'une bonne référence, c'est de voir après une compétition vraiment intense, ben, c'est quoi la réponse du HRV. Puis ça, Mm. on sait que généralement, une compétition très intense, c'est pas bénéfique pour le fitness de l'athlète, là, c'est plutôt fatigant. Donc, si une séance te donne un stress qui est encore plus grand qu'une compétition, peut-être que c'est un peu trop. Euh, Puis après, il y a les stress du quotidien qui vont jouer aussi. Là. Si tu prends plusieurs verres, une bouteille de vin la veille, ton HRV va vraiment être très bas. Puis ça aussi, des fois, c'est une bonne référence pour dire, OK, si l'alcool donne ça sur ta HRV, si tes séances intenses donnent aussi ça, c'est peut-être trop intense aussi. Là, C'est un truc qui m'avait toujours fasciné. Je m'étais amusé avec le HRV for Training de Marco Altini, l'application, et j'avais fait le suivi quotidien pendant près d'une année. Très, très intéressant de justement suivre ces données sur la durée, de voir l'évolution des mesures, de voir quand tu as un jour qui est pas bon au niveau des. Et en tout cas, 2 fois, et j'étais pas tombé malade beaucoup plus que ça dans cette année-là, mais je me rappelle que les 2 fois où j'étais vraiment tombé malade, je me réveille le matin, j'ai le HRV dans mes chaussettes. Je me dis, Mhm. je comprends pas parce que je me sens plutôt bien, j'ai rien fait de fou Mhm. hier ou quoi que ce soit. Et 16 heures, j'éternue, j'ai la goutte au nez et je dis, ah. Donc Ouais. c'est mon système nerveux, il le savait déjà. Moi, je le savais pas encore. Ouais, ça, puis c'est que souvent ça a un plus gros effet, souvent justement la maladie, la consommation d'alcool, on va dire un peu abusive, ou ces choses-là sur la HRV que l'entraînement. Ouais. Puis après, c'est pas non plus tout le monde qui répond de la même façon à l'entraînement, mais généralement, c'est aussi très pratique, je pense, pour tout ce qui est entraînement d'altitude, puis haute stimulation comme ça, où tu peux te voir vraiment, on sait que les 3 premiers jours sont plus difficiles, puis généralement, la charge va descendre, mais après ça, on s'attend à ce qu'il remonte, puis là, s'il ne Mm. remonte pas, ben, il faut peut-être réduire un peu la charge pour s'assurer que la tête récupère. Puis après, poser les questions. Des fois, c'est ça, quand la tête récupère pas bien, parce qu'en fait, c'est pas nécessairement un indice de récupération. Moi, j'aime mieux dire que c'est un indice ça, de la capacité à supporter l'entraînement. Mais quand Mhm. la curve est bas, ta capacité à supporter l'entraînement et à t'y adapter n'est pas là. Fait que dans le fond, oui, tu es quand même capable de faire des intervalles, mais tu ne vas pas nécessairement avoir tous les bénéfices. Donc, des fois, tu te trouves un peu, ben, c'est quoi la cause de ça? Puis ça peut être justement, ça peut être des fois juste l'emploi du temps. Quelqu'un qui travaille trop et qui est stressé, ça se peut que son HRV soit plus bas que quand il est en vacances. T'sais. Fait qu'il faut quand même essayer de. C'est une façon, je pense, de tenir compte un peu des stress sur l'athlète, puis justement, des fois, d'aller poser les bonnes questions puis trouver les bonnes solutions. Ouais, c'est ça. C'est pas un indicateur qu'il faut suivre comme si c'était un, un- un bouton qui te permet d'allumer et d'éteindre la lumière, quoi. C'est pas un oui-non, c'est pas un dictateur, c'est un point de données supplémentaire et qu'il faut coupler avec les autres indicateurs que tu as. Et ce que tu as dit par rapport au fait que c'est pas un indicateur de récupération, le terme que j'aime beaucoup en anglais et j'arrive. Alors, j'ai pas la bonne traduction en français, peut-être que toi tu l'auras, c'est readiness. Donc, le Mhm. fait d'être prêt le fait d'être prêt à t'entraîner et de pouvoir, comme tu l'as dit, assimiler, assumer cette charge d'entraînement. Est-ce que ça te parle un petit peu plus le terme readiness que l'autre? Ouais, ça, il n'y a pas de traduction française, je Il n'y a pense, pas pour ça. un. Là. Je pense que des fois, ils disent score de préparation ou je sais pas quoi, mais tu comme tu es Ouais, prêt à En tout cas, c'est un peu boiteux. Là. Mais moi, je pense que c'est quand même plus. Moi, j'aime mieux le voir vraiment, parce que le readiness, je pense, c'est vraiment à quel point tu es, prêt à faire un entraînement. Moi, je pense qu'il faut aller comme plus loin et dire que c'est vraiment ta capacité à t'y adapter aussi. Là. Parce que je pense ouais. que. Parce que des fois, en fait, ce qui est particulier, c'est que tu peux voir des valeurs qui diminuent pendant les phases d'affûtage. Puis la Ouais. réalité, c'est que tu vas quand même être prêt à faire une bonne performance, mais je suis pas convaincu que tu es prêt à l'encaisser et à t'y adapter finalement. T'sais. Fait qu'il y a un peu. Parce que c'est quand même délicat, en Mm. fait. Tout le monde est d'accord pour dire que quand c'est plus bas, tu es plus stressé et c'est pas bon. Mais trop haut, ça pourrait être mauvais aussi, en fait. Puis il y a Mm. certains marqueurs. Le RMSSD, c'est peut-être moins comme prouvé, mais les marqueurs d'effet parasympathique, comme le HF, finalement, les hautes fréquences, ça, on sait que si c'est vraiment trop élevé, c'est un signe de surentraînement. Fait qu'au final,
il faut quand même faire attention aussi des valeurs trop élevées, c'est pas nécessairement bon. Puis des fois, de l'avoir baissé un peu quand tu fais une phase d'affûtage, c'est pas une mauvaise chose parce qu'après, là, c'est vraiment plus anecdotique. Moi, je sais que si mon HRV est vraiment élevé une journée, ben, ça peut être plus difficile pour moi de faire une très haute intensité finalement. Donc, tu sais, oui, Mm. je peux supporter, on va dire, 18 fois 1 km au seuil, mais faire 6 fois 1 km, tu sais, vraiment proche de la VMA, plus compliqué un peu. C'est comme si la fréquence ne voulait pas monter puis que tu étais trop en mode justement, tu sais, parasympathique puis calme. Puis Ouais. ça, ben, c'est quelque chose que tu ne veux pas nécessairement jouer de la compétition quand il faut que tu ailles vraiment vite. Fait que c'est un peu d'aller comme plus loin que juste dire ben, quand c'est haut, c'est bon, puis quand c'est bas, c'est pas bon. C'est aussi dire ben, il faut quand même que ce soit dans une valeur qui te permet de te pousser au maximum aussi. Là. Ouais, c'est pas binaire, c'est contextuel. On peut pas juste Exact. l'interpréter comme la valeur que tu vois. Il faut prendre les autres informations. Et là encore, il y a pas de recette miracle. Il faut réfléchir, il faut utiliser son cerveau, il faut discuter avec le coach, il faut discuter avec son athlète. Et il faut trouver les solutions selon le contexte global. Pour revenir à cette HRV qui tend à baisser durant les phases d'affûtage, ça je l'ai entendu aussi. Est-ce qu'à ton avis, c'est lié à potentiellement la baisse de volume d'entraînement à l'approche Ouais. d'une compétition? Ben, c'est clairement sûrement ça le principal facteur, mais il y a aussi, je pense, on sait que quelque chose comme juste l'insuline devrait avoir un impact dessus. Donc, je pense que de faire un carb load pourrait Hmm. en fait amener une espèce de stimulation on va dire, plus sympathique qui va peut-être faire baisser ton HRV juste parce que tu as plus d'insuline, parce que tu manges plus de glucides puis que tu veux les stocker. Donc, c'est pas nécessairement mauvais parce que tu veux, tu sais, si tu n'as pas d'insuline, tu ne stockeras pas les glucides. Là. Fait que, tu sais, il y a peut-être un compromis aussi à ce niveau-là. Fait que, tu sais, comme je dis, il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dessus. Donc, Hmm. c'est dur de dire exactement c'est quoi la raison. Puis même le stress, là, c'est sûr, si tu prends une mesure le matin en plus, le goût de la compétition, ça se peut que tes valeurs soient super, super basses, juste à cause du stress, en fait, d'aller faire la compétition. Puis après, moi, je m'en sers même des fois pour un peu ajuster la dose de caféine, finalement. Tu sais. On sait que la caféine, c'est comme 3 à 6 mg par kilo qui est ton range optimal, mais tu peux un peu jouer là-dessus en disant, ben, si mon HRV est vraiment très bas, je suis déjà stressé, peut-être y aller plus à 3 mg par kilo, puis quand je suis vraiment calme, aller plus dans le haut. Là. C'est un peu c'est encore une fois, il n'y a aucune évidence scientifique qui supporte ça, Pas encore. mais moi, je trouve ça. Des fois, c'est le fun de plus justifier ce qu'on fait finalement. Fait que tu dis, ben, aujourd'hui, je prends plus de café parce que moi, HRV, ben, il est plus haut. Tu sais. Et peut-être que tu as raison juste parce que tu as envie de plus de café. Exact, c'est ça. Puis au final, ben, tu sais, si tu crois que ça marche, ça marche. Déjà, la première étape, des fois, c'est juste de croire que son schéma de pensée fait du sens, puis après ça, ben, ça fonctionne. Exactement. David, c'est vraiment une super conversation. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu te réjouis de voir ou d'apprendre ou de comprendre dans la physiologie, dans tout ce qui est autour du sport, de la performance dans les mois et les années à venir? Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, ben, moi, ce que j'aimerais qu'on ait plus d'informations, c'est vraiment sur tout ce qui est distribution, en fait, des intensités, encore une fois. Là. Tu sais, on parle Mm, beaucoup d'entraînement polarisé et tout, mais moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment on la distribue dans la semaine. De mm. dire, ben, est-ce que c'est pas plus une question, tu sais, non pas de volume total, mais de jours intenses versus des jours, on va dire, de récupération. Fait que moi, c'est peut-être plus au niveau vraiment distribution d'intensité là, ben, dans la semaine puis dans l'année même. Là, comment on joue là-dessus parce que on parlait des Norvégiens tantôt avec leur. Tu sais, souvent, le classique, je pense, puis ça c'est publié, c'est que souvent, c'est 5 intensités sur 3 jours finalement. Fait que est-ce qu'on devrait aller plus vers ça, de combiner un peu les journées plus intenses? Puis moi, c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que ça devient compliqué à mesurer et à contrôler. Donc, on Ouais. n'aura peut-être jamais de réponse là-dessus, mais c'est le genre de choses qui moi m'intéresse beaucoup. C'est vraiment de distribution puis de l'intensité. Parce que c'est là que tu regroupes tout finalement. Tu regroupes, on vient de parler de la HRV, on parle de zone d'entraînement, puis tout, c'est là que tu regroupes tout, c'est de dire un peu c'est quoi la meilleure, non pas c'est quoi la meilleure séance d'entraînement, parce qu'on ne saura sûrement jamais, mais c'est quoi les bonnes distributions en fait d'intensité dans une semaine. C'est très intéressant. Ça me fait penser à Charlie Francis, je pense que tu connais, Ouais, qui parlait justement du high-low et de cette polarisation des intensités dans la semaine où il disait keep your highs high and your lows low. Donc tes jours haute intensité sont vraiment durs et tes jours faciles sont vraiment faciles, de manière à vraiment pouvoir mettre le pied au plancher quand il faut et ensuite pouvoir récupérer sur les jours les jours suivants. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise de manière, on va dire, conceptuelle quand je pense à une planification d'entraînement, notamment parce que je travaille beaucoup avec des crossfitters qui, eux, ont l'habitude de every day is high, ouais, plus the Sunday. Et donc, c'est un challenge d'apporter cette philosophie, de se dire, non, tu choisis 2 jours dans la semaine où tu vas vraiment t'envoyer, et ensuite, le reste, c'est du développement, c'est du travail, c'est de la qualité, mais c'est pas nécessairement de l'intensité. Et je pense que
comme tu dis, il y a pas mal de choses à investiguer de ce côté-là. Ouais, puis je pense que justement, CrossFit, c'est souvent l'exemple où finalement la compétition est tellement intense que tu peux aller dans le spécifique, mais tu peux pas toujours faire ça, là. Fait que c'est un peu. Je pense que c'est un sport intéressant. Moi, je ne travaille pas du tout avec ça, puis tu sais, je pense que ce ne sera pas non plus le cas, là, mais je pense que justement, d'aller faire de la zone 2 à des gens de CrossFit a souvent des bénéfices assez intéressants assez rapidement, là. Je pense que c'est surtout parce qu'ils en font jamais. Et Ouais, on leur ouais. a dit que tout était haute intensité et que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et ensuite, ils se sont dit, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai plein de choses à apprendre, donc je vais que faire ce que j'ai besoin de faire pour mon sport. Ensuite, ils se sont dit, ouais, mais maintenant, il faut que je reste spécifique à ma tâche, donc je vais faire que les trucs Mhm. qui sont comme mon sport. Donc c'est lent, donc c'est pas mon sport. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que l'endurance fondamentale, c'était pas, en tout cas, il y a quelques années, c'est de plus en plus, mais c'est un travail à faire encore. C'était pas encore dans les mœurs côté CrossFit, mais honnêtement, c'est quelque chose que je vois dans d'autres disciplines aussi, hein, on justifie, entre guillemets, un entraînement à toute intensité parce que les études montrent que ça fonctionne. Bah, après la conversation d'aujourd'hui, en tout cas, j'espère que les gens se rendent compte que on peut pas juste penser à un truc, il faut penser à la charge nerveuse, il faut penser à la récupération, il faut penser au volume total, il faut penser à l'assimilation, il faut penser au transfert des différentes compétences selon ce qu'on essaye de faire. Mais c'est ça qui rend, en tout cas, notre job magique et notre quotidien varié, on va dire. Ouais, non, c'est ça. C'est des beaux défis, je pense, tous les jours, là. Exactement. David, comme tu l'as dit, tu as une transition qui arrive d'ici la fin janvier. Tu vas avoir du temps pour prendre plus d'athlètes en charge aussi en termes de suivi. Avec quel type d'athlète est-ce que tu travailles généralement? Et si les gens sont intéressés à travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ouais, ben moi, c'est quand même, on va dire, tous les niveaux, là, peut-être pas les débutants complets, mais les gens qui sont intéressés à, disons, à s'améliorer puis à progresser, surtout en trail, mais aussi en course sur route. Je vais quand même prendre quelques athlètes de plus, mais ce ne sera pas, sûrement pas énormément. Puis dans le fond, moi, c'est sur mon site web, là, quantumendurance.com. On peut te trouver, puis sur Instagram aussi, je pense que c'est le seul média social que j'utilise un peu plus, là. Super. Eh ben, pour ceux qui nous ont écoutés, allez suivre David sur Instagram, lien dans la description. Allez voir son site si vous souhaitez le contacter et en savoir plus sur ses services. David, encore une fois, c'était un énorme plaisir de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi. Merci d'avoir participé au podcast. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, là, c'est cool. À bientôt. Bye, là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.